Bonjour à tous et bienvenue pour cette avant-dernière séance donc du séminaire Technologie et incertitude de la chaire de géopolitique du risque. Donc aujourd'hui, nous avons une séance qui est consacrée à l'incertitude de la santé globale et donc nous avons deux invités, donc Oriane Guilbault et Grégoire Lurton. Donc je vais vous présenter rapidement comme d'habitude, ensuite je laisserai la parole à Peter Burgess pour introduire la séance, et ensuite je vous laisserai évidemment la parole. Donc Oriane Guilbault, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8 et chercheuse au Centre de recherche sociologique et politique de Paris, le CRESPA, au sein du Laptop. Vous êtes titulaire d'un doctorat en relations internationales de Sciences Po Paris, qui portait sur le rôle des entreprises dans la gouvernance mondiale de la santé, en particulier dans le cas de la formation de partenariats publics-privés pour lutter contre le VIH, SIDA, et des maladies qui ont été négligées. Vos recherches portent désormais principalement sur le rôle des organisations de la société civile dans les relations internationales, les dispositifs participatifs au sein des organisations internationales et dans les domaines de la santé et de l'agriculture mondiale. Je citerai parmi vos dernières publications un ouvrage auquel vous avez contribué et particulièrement intéressant pour notre sujet du jour, Le retour des épidémies, publié en 2015 aux presses universitaires de France. Grégoire Lurton, bonjour à nouveau. Alors, bien que vous ayez entamé une thèse à l'Institute for Health Metrics and Evaluation à l'Université de Washington, vous êtes notre expert praticien du jour, si je puis dire. En effet, vous travaillez en tant que Health Metrics Specialist dans la start-up belge Blue Square et vous collaborez également depuis 2008 avec l'ONG Soltis pour le renforcement des systèmes d'information sanitaire liés au VIH dans différents pays d'Afrique. Et je citerai par exemple la Guinée, le Mali, la Sierra Leone ou encore le Burundi. Dans ces cadres précis, votre travail consiste à développer et à mettre en œuvre des systèmes d'analyse des données de routine collectées dans les systèmes de santé à faibles ressources. Et actuellement, vous concentrez plus spécifiquement sur la mesure et la cartographie en continu de la disponibilité des services de santé, donc en RDC, au Sénégal, en Ouganda et au Bénin. Donc nous avons évidemment hâte de vous entendre tous les deux pour nous en dire un peu plus sur tous ces sujets-là. Mais avant, comme d'habitude, je laisse la parole à Peter Burgess pour introduire cette séance. Bonsoir à tout le monde. Donc la dernière fois, vous vous rappelez, on a parlé de l'incertitude de la biotechnologie avec Antoine Massiane et Francis Châteaurenaud. Et vous vous rappelez, il était question là de voir l'évolution de nouvelles méthodologies de chiffrement des changements naturels, des changements biologiques, des changements naturels. Donc c'était vraiment l'introduction d'une nouvelle tendance qu'on voit maintenant à peu près partout autour de nous, une tendance vers le risque et l'incertitude par les chiffres. Donc ce sont des chiffres qui inquiètent, pour le dire de manière très très simple. On a vu la dernière fois de nouvelles méthodologies introduites pour analyser ce qu'on appelle big data, donc de gros volumes de données numériques, pour mieux comprendre les zones naturelles, les phénomènes biologiques. Et ce faisant, on voit, avec le croissant des données, plus de précision, oui, mais aussi, en même temps, plus d'incertitude, plus de complexité et incertitude par la complexité. Donc, s'agissant de la santé globale, ce soir, je pense qu'on va voir, on verra bien ce qu'on va voir, mais des phénomènes de croissance d'inquiétude, de peur, d'incertitude par la croissance des analyses numériques. Donc à partir du moment où la santé globale s'exprime par des modèles statistiques, numériques, on a affaire à une autre forme de danger sanitaire, pour ainsi dire. Donc je pense qu'on assiste, on verra bien ce soir, mais on assiste, à mes yeux, à une espèce d'équilibre, un étrange équilibre entre digitalisation, qu'on a vu dans beaucoup de formes tout au long du semestre, et santé.
Donc une espèce d'opposition qu'il y a 30 ans aurait été absolument impensable. Donc le santé, le souci le plus intime, le plus humain, d'un côté, et le numérique, le phénomène le plus froid, le plus concret, le plus inhumain, pour ainsi dire, se rapprochent aussi dans le champ de la santé globale. Avec ceci, je vous donne la parole à Ariane. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Et puis merci pour votre invitation lors de ce séminaire. Donc, j'ai intitulé ma présentation ce soir « Les effets d'entraînement du risque en santé mondiale, évolution des conceptions et des logiques d'action ». Ça sera, en fait, en conclusion, je reviendrai sur la dynamique générale de ma présentation et sur ce que j'entends par effet d'entraînement. Et auparavant, je vais partir en fait d'un point de départ qui est l'accroissement en fait de l'utilisation de la notion de risque dans le domaine de la santé mondiale. Les risques associés aux épidémies existent évidemment, les épidémies ne sont pas nouvelles, mais ce thème est particulièrement haut en fait sur l'agenda international depuis en particulier les années 1990 et la pandémie du VIH/SIDA, qui marque une rupture sur la manière dont les organisations internationales en fait vont se saisir de la question du risque en santé. Depuis, on a eu beaucoup d'épidémies très médiatisées, notamment au niveau international. On peut penser au SRAS, à l'épidémie d'Ebola, à toutes les grippes aviaires, etc. Et des organisations très puissantes au niveau international, comme en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies, se saisissent de ces questions. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté des résolutions sur le VIH/SIDA et sur Ebola en particulier, en mentionnant le fait que les épidémies étaient des risques pour la stabilité et la paix nationale et internationale. Et puis récemment, on parle beaucoup de nouveaux risques donc en santé, associés au changement climatique, les risques sanitaires associés au changement climatique, et puis également les risques liés à la résistance aux antibiotiques. Qui, là aussi, les Nations Unies, l'Assemblée Générale des Nations Unies se sont saisis de cette question qui monte donc vraiment en puissance désormais sur l'agenda international. Alors, il monte sur l'agenda international, je disais, notamment dans le champ de la santé mondiale, que je voudrais rapidement la définir en introduction, simplement mentionnant le fait que c'est un champ qui se caractérise par la transnationalisation des problèmes de santé, qui ne connaissent pas les frontières, que ça soit des virus, des bactéries, mais aussi des comportements alimentaires qui vont affecter la santé et qui se globalisent, se mondialisent, que ça soit la pollution, pareil. Cette transnationalisation, elle est renforcée par l'accroissement des interdépendances liées à la mondialisation. Elle se marque aussi par la multiplication et la diversification des acteurs qui interviennent dans le champ de la santé mondiale, qui ne sont pas seulement des États, les organisations internationales ou les ONG, mais aussi des partenariats publics-privés, comme le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ou le Gavi, Global Alliance Vaccine Initiatives, qui sont des partenariats qui réunissent, comme leur nom l'indique, des acteurs publics et des acteurs privés, ONG, mais aussi entreprises, fondations philanthropiques. Il y a également des réseaux qui se mettent en place, donc bref, de nouveaux acteurs. Et dernière caractéristique que je veux mentionner, donc dans ce contexte, avec cette transnationalisation des questions sanitaires, le risque en fait de santé devient global, mondial, à diffusion rapide, et finalement on le conçoit comme étant un risque partagé. Partagé par tous les pays, en développement comme développés. Mais ce qu'on verra un peu plus tard dans cette présentation, c'est qu'en fait, ce risque reste néanmoins illusoire. Les inégalités restent très importantes dans le domaine de la santé mondiale et les préoccupations des pays pauvres et des pays riches, finalement, ne sont pas les mêmes. Donc, on a cette recrudescence
de l'emploi du terme de risque, mais et également de logiques en fait qui lui sont associées. Et en fait, dans cette présentation là, voilà, je vais expliquer en fait j'ai essayé d'expliquer les logiques donc associées à cette notion de risque en santé mondiale. Donc j'ai une présentation en 2 parties. D'abord, on va s'attacher aux évolutions de la conception du risque dans le domaine de la santé mondiale, avec un passage du risque probabiliste au risque possibiliste, et puis avec le risque finalement comme créateur d'incertitude. Donc dans cette partie, je me concentrerai finalement sur le risque comme un cadre de pensée et d'action dans le domaine de la santé qui se transforme. Et puis dans un deuxième temps, je me concentrerai sur une logique spécifique d'action et d'organisation également, qui est la logique assurantielle du risque. Et donc cette conception du risque, ça veut dire que logique assurantielle, à partir du moment où on identifie un risque, mais je pense que vous avez dû le voir abondamment dans le séminaire, je suis désolée si je reviens sur des choses que vous avez déjà vues, mais donc voilà, l'identification d'un risque conduit à mettre en place des politiques pour se prémunir des coûts attendus. Et là, je m'attacherai à voir comment cette logique assurantielle joue pour élaborer de nouveaux instruments de financement en santé mondiale, et puis également au sein des organisations, comment elle est mise en place autour de pratiques de risk management ou de gestion du risque. Donc, première partie sur les différentes conceptions du risque. Donc, traditionnellement, la conception du risque qui prédomine en santé publique, qu'elle soit nationale ou mondiale, c'est une conception probabiliste. Donc voilà, on peut se référer aux travaux d'économistes comme Frank Knight, qui caractérisaient le risque comme un événement dont l'occurrence est aléatoire, mais pour lequel peut être associée une probabilité objective parce que calculable. Donc voilà, on peut calculer un risque, on peut lui attribuer attribuer une probabilité de survenue à un événement, notamment. Et il le distinguait bien de Frank Knight de l'incertitude, qui sont à l'inverse des situations où on ne peut pas calculer de probabilité, on ne peut pas effectuer de calcul de probabilité. Et donc cette définition probabiliste du risque, elle a vraiment imprégné le champ de la santé publique. Elle est même qui est un champ qui est ancré dans le positivisme, la rationalité scientifique. C'est un champ dans lequel on observe, on collecte des données, on a un raisonnement logique, on utilise des modèles statistiques, et grâce à tout cela, on évalue la probabilité de survenue d'un problème de santé, de diffusion d'une maladie, etc. Et cette définition probabiliste, elle est constitutive même du champ de la santé publique internationale, en particulier parce que c'est parce qu'on peut calculer des risques qu'on va pouvoir agir et justifier des actions de santé publique. Donc là, voilà, il y a un lien très fort. Et cette conception finalement probabiliste ou calculable du risque, elle est très importante parce que, notamment, elle donne à cette notion de risque, au terme de risque, une sorte d'aura scientifique. Et donc, c'est cette aura scientifique qui vient de cette conception probabiliste du risque qui donne au terme sa puissance, finalement, et qui va permettre qu'on l'utilise ensuite pour cadrer différentes santé publiques de cette manière-là. Puisque c'est calculable, en fait, la notion de risque va comporter notamment une sorte d'impératif moral à agir. Ça veut dire qu'on peut agir, on peut faire quelque chose, et donc va permettre de créer un cadre propice à l'action collective. Et ce cadre propice à l'action collective, récemment, on peut voir le cadrage en termes de risque va remplacer d'autres manières de cadrer des problèmes sanitaires. Ça, c'est notamment une thèse défendue par Colin McInnes et Anne Romer-Mahler dans un article récent, qui montre que l'intérêt pour le cadrage des questions de santé en termes de risque, elle remplace peu à peu un cadrage en termes de sécurité,
qui s'était développé dans les années 2000, mais qui a ensuite été beaucoup critiqué et qui a été peu à peu remplacé par un terme de risque qui apparaîtrait comme plus neutre, moins politique que le terme de sécurité, ce qui est bien sûr une illusion, comme on le verra peut-être plus tard, et puis on pourra y revenir dans la présentation. Donc cette définition improbabiliste du risque, elle continue évidemment à exister en santé mondiale, à informer des modèles épidémiologiques, et puis elle est toujours importante en raison, je disais, de cette aura scientifique de neutralité, entre guillemets. Mais on voit apparaître et se développer dans les discours du domaine de la santé mondiale d'autres conceptions du risque. Et notamment, on se rend compte que désormais, la notion de risque va être utilisée pour caractériser des événements qui sont en fait incalculables, dont on ne peut pas calculer la probabilité de survenue. Alors, ça se marque dans des rapports, par exemple, qui sont publiés. Là, je vous ai marqué sur le PowerPoint donc une citation extraite donc de la Commission on a Global Health Risk Framework for the Future de 2016, qui note donc que la modélisation des risques et de l'impact potentiel des épidémies est extrêmement incertaine, mais ce que cela montre est convaincant, quelle que soit la méthode de calcul utilisée. Donc en gros, voilà, peu importe en fait le calcul, est-ce que c'est scientifiquement exact, justifié ou pas, finalement c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, ce qui rend en fait le cas convaincant, même si on n'a pas de probabilité scientifiquement valide, c'est que les événements sanitaires apparaissent comme inévitables. Alors pourquoi inévitables ? Parce que l'émergence de nouveaux pathogènes fait partie du cycle biologique de la vie, et donc il y aura toujours, à partir du moment où l'être humain, enfin en tout cas, continue à exister, de nouveaux pathogènes qui se développent. Et puis également inévitable parce qu'on se rend compte désormais qu'à chaque fois qu'on crée un médicament, un traitement, on entraîne aussi ces phénomènes de résistance. Donc il y a cette inévitabilité qui se combine en fait à un impact potentiellement catastrophique de ces événements. Et ça, c'est à mettre en lien avec la mondialisation, la croissance des interdépendances et la plus grande mobilité des biens et des êtres humains. Donc ce contexte qui s'étend à d'autres domaines que celui de la santé mondiale. Et là, je vous rends, les travaux de Ulrich Beck et d'Anthony Giddens, je suppose vous avez aussi abordé lors de ce séminaire, complète, donnent des clés pour interpréter ce changement dans nos sociétés. Et notamment, voilà, en soulignant bien que dans les sociétés, en fait, que le risque est socialement construit. Et ça, c'est ce qui m'intéresse là aujourd'hui également dans mon propos. Que dans la modernité, dans le monde moderne, dans la modernité, la connaissance, en fait, va générer sans cesse de nouveaux risques. Et également que les sociétés modernes se caractérisent aussi par la volonté de contrôler ce risque. Ça, je crois que ce sont 3 enseignements, on va dire, des travaux de Beck et de Giddens, que le risque est socialement construit, que les sociétés modernes génèrent avec la connaissance, notamment en santé, génèrent sans cesse de nouveaux risques, et puis que on cherche également de plus en plus à contrôler ce risque. Ça caractérise l'environnement de la conception du risque comme possibilité. Alors, au sein donc on a cette conception du risque comme possibilité qui émerge. Au sein de cette nouvelle conception, l'incertitude va occuper une place, je dirais, paradoxale. Parce que les événements sanitaires sont à la fois imprévisibles, mais en même temps inévitables. Donc, comme je l'ai dit, de nouveaux pathogènes en gros émergeront, mais on ne sait pas quand ni de quelle ampleur sera l'épidémie.
Et donc la combinaison de ces deux facteurs, c'est imprévisible mais c'est inévitable, va renforcer le sens de vulnérabilité en fait des sociétés, va conduire également à adopter des principes de précaution. Et ça, c'est un contexte en fait qui va favoriser, je crois, un emploi large en fait du terme de risque et va faciliter parfois une certaine confusion. On va appeler par exemple risque ce qui aurait pu être cadré par exemple comme des menaces de sécurité. Mais donc, dans ce contexte d'incertitude qui entoure finalement la notion de risque et d'un certain flou, se pose la question de l'action. Si les risques sont incalculables et imprévisibles, comment mener une action sanitaire ? Comment prioriser comment donner la priorité à certains risques sanitaires alors qu'on est dans un contexte de ressources rares ? Et alors, en particulier, dans le domaine de la santé, vous avez un nombre limité de vaccins, par exemple, vous avez un nombre limité d'argent à affecter dans votre système de santé, etc. Donc, voilà, comment faire, puisque finalement, là, le calcul de probabilité n'est plus pertinent, ne peut plus vous aider. Et alors, ce que notent certains... Ce qu'on peut noter, c'est que il y a toujours une opération de calcul qui est effectuée, mais désormais on va se concentrer sur le calcul de l'impact potentiel, du coût de l'impact, alors qu'on peut mesurer en vie humaine, mais aussi en coût économique, par exemple, ou pourquoi pas en coût environnemental. Voilà, donc il y a une opération de mesure là qui va être différente, déplacée. Et cette opération de mesure désormais autour de la question de l'impact, elle va faciliter un usage encore étendu, je trouve, de cette notion de risque. Elle va renforcer finalement la plasticité du terme. On va pouvoir également cadrer, par exemple, des questions sanitaires en termes de risque parce que elles vont être associées à un risque économique, par exemple, et plus seulement à un risque en matière de santé. Alors, évidemment, ces cadrages qui sont effectués sont en fait des cadrages politiques. La conception possibiliste du risque n'est absolument pas neutre. Les discours sont construits politiquement par des valeurs, par des intérêts. Vous avez évidemment certains intérêts qui sont privilégiés à d'autres. Chaque année, vous avez des millions de personnes qui meurent de maladies qui ne sont pas cadrées comme des risques au niveau mondial. Il y a des tas de maladies infectieuses, par exemple, qui n'ont pas de potentiel épidémique, ou des maladies non transmissibles qui ne vont pas être cadrées en termes de risque, notamment au niveau mondial. Et le fait que, par exemple, au niveau mondial, ce qui est cadré avant tout en termes de risque, ce sont les épidémies. On pourra y revenir peut-être dans la discussion, c'est aussi parce que cela répond aux intérêts des pays développés. Les pays en développement aussi sont préoccupés par les épidémies, mais là, vous avez, on va dire, l'ensemble de la communauté internationale qui y trouve un intérêt. Et donc, ce cadrage politique va conduire à privilégier finalement à s'intéresser, donc le cadrage politique en termes de risque, conduit à privilégier également les catastrophes potentielles et futures aux problèmes de santé finalement présents. Et donc voilà, ça aussi, ça découle donc de lutte d'intérêts. L'imprévisibilité, on va dire, néanmoins, du risque sanitaire, à partir du moment où vous cadrez une question en termes de risque, néanmoins, vous prescrivez également un certain nombre d'actions sanitaires à mener. En particulier, c'est les actions sanitaires appropriées, ça va être des actions en termes de résilience et de préparation.
puisque l'objectif va être d'amoindrir l'impact d'un risque sanitaire en étant mieux préparé à l'occurrence de cet événement. Et donc notamment, voilà, il y a un glissement, par exemple, qu'est-ce qui est possible comme autre type d'action sanitaire ? C'est la prévention. La prévention. Et voilà, mais si le risque est inévitable, finalement, la prévention, c'est moins intéressant. Les politiques qui vont se focaliser sur la prévention, voilà, vont paraître inadéquates, et on va privilégier donc la préparation pour être résilient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, qu'on va développer des systèmes de surveillance. On va également chercher à renforcer des systèmes de santé. Alors ça, c'est quelque chose qui apparaissait pas forcément évident, aussi évident en tout cas il y a quelques années, mais on s'est rendu compte, bon alors il y a des gens qui le savent depuis très longtemps, mais on va dire que la communauté internationale dans son ensemble s'en est rendu compte, en particulier après l'épidémie d'Ebola en 2014 en Afrique de l'Ouest, qui avait fait beaucoup parler d'elle, et où on s'était rendu compte qu'en gros, s'il n'y avait pas des systèmes de santé fonctionnels, on ne pouvait pas avoir de système de surveillance fonctionnel, et donc ça allait de pair. Donc désormais, c'est une action qui, au moins en termes d'affichage, prend de la place dans les actions des organisations internationales, par exemple comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, vous mettez en place également des procédures d'urgence. Par exemple, là, je mentionne sur les diapositives la procédure OMS d'évaluation et d'homologation pour les situations d'urgence, EUAL selon son acronyme anglais, qui est donc une procédure, par exemple, qui permettra d'utiliser des vaccins ou des traitements qui s'en sont à un stade expérimental en fait de développement, qui n'ont pas encore obtenu d'autorisation de mise sur le marché. Et là encore, c'est un dispositif qui a été élaboré suite à l'épidémie donc d'Ebola en Afrique de l'Ouest de 2014. Alors, qui sont les acteurs centraux pour mettre en œuvre ces actions ? Sont évidemment les gouvernements, mais également de plus en plus des acteurs privés, organisations non gouvernementales, mais aussi entreprises. Donc entreprises, acteurs marchands. Et alors, bon, ça, je vais pas vous faire un cours d'évolution des politiques publiques, mais voilà, le fait que désormais les politiques publiques fonctionnent également beaucoup par l'intermédiaire de ce qu'on peut appeler des mécanismes de marché. Le fait que l'on fonctionne notamment par recours, par exemple, au partenariat public-privé. Donc, il y a, d'une manière générale, dans les politiques publiques au niveau national, mais également international, de plus en plus de recours à ces acteurs privés à but lucratif. Et donc, qui sont amenés à intervenir pour mettre en œuvre donc les actions sanitaires appropriées. Et donc ça m'amène en fait là à ma deuxième partie, parce que ces acteurs privés, ils vont intervenir également en lien avec une autre logique d'action qui est spécifique au risque, à savoir donc la logique assurantielle du risque. Et donc ça, c'est ce que je vais, dans la petite dizaine de minutes qu'il me reste, vous expliquer. Donc, la logique assurantielle du risque consiste, comme je le disais en introduction, à partir du moment où vous avez identifié un risque, donc à se prémunir des coûts attendus de ce risque. Et en santé mondiale, on va le voir notamment, cette logique, elle préside, par exemple, on la voit bien à l'œuvre dans le cas des épidémies. Mais ce que je voulais là juste préciser, c'est qu'évidemment, c'est pas la seule logique d'action à l'œuvre en santé mondiale. Vous avez, par exemple, des politiques, on va dire, de dons de médicaments qui répondraient à plus ce qu'on peut appeler une logique de la charité. Vous pouvez avoir des politiques fondées sur les droits, le droit à la santé, ce qui est notamment quelque chose qui est rappelé dans la constitution de l'OMS.
la logique d'action, là, c'est que la santé, c'est un des droits fondamentaux de tout être humain. Donc voilà. Donc là, je me focalise seulement sur une logique spécifique associée au risque. Et donc cette logique, là, je marquais ce qui la caractérise, ce qu'il appelle une logique inclusive, parce qu'en fait, elle va permettre notamment d'intéresser et d'inciter des acteurs marchands à coopérer. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, c'est une logique qui répond à cette sorte ce qui est une norme de coopération avec le secteur privé à but lucratif qui s'est développé au sein du système multilatéral et des organisations internationales. Notamment, enfin voilà, pourquoi ? Pour trouver de nouvelles ressources de financement, alors que la communauté internationale se fixe des objectifs ambitieux en termes de développement, les objectifs du millénaire pour le développement, les objectifs du développement durable, ils comprennent tous un volet santé et qui sont ambitieux. Mais bon, si on veut les atteindre, il faut trouver de nouvelles ressources. Et dans tous les cas, que nous disaient les OMD et que nous disent les ODD maintenant, c'est qu'on va fonctionner par partenariat. Donc partenariat entre tous les acteurs et notamment avec les entreprises. Et le domaine de la santé mondiale se caractérise justement par la conclusion de nombreux partenariats publics-privés. Mais pour inclure ces acteurs économiques marchands, il faut aussi trouver des moyens de les inciter à la coopération. Et c'est à cet égard, en fait, que le cadrage en termes de risque est fécond, parce que l'existence d'un risque, c'est également une opportunité d'assurance et donc une opportunité de profit. Et puis également, vous pouvez, comme je l'ai déjà évoqué, vous pouvez vous pouvez cadrer différemment votre risque. Vous pouvez notamment le cadrer de manière économique. Votre risque de santé, vous pouvez montrer qu'en fait c'est un risque économique également, ce qui permet également d'inciter des entreprises à la coopération. Alors cette logique assurantielle du risque, on la voit à l'œuvre, je disais, en particulier pour trouver des fonds supplémentaires pour financer des politiques de santé. Donc depuis un certain nombre, depuis au moins les années 70, avec la financiarisation du système économique d'une manière générale, on a l'habitude en fait de plus en plus d'avoir un recours direct au secteur financier pour financer des politiques publiques à caractère social, comme les politiques de santé. Mais ce qui est intéressant, c'est que désormais, on le voit également à l'œuvre au niveau international, notamment à travers ce mécanisme que je vais vous présenter rapidement, qui est un mécanisme de financement d'urgence en cas de pandémie, mis en place donc par la Banque mondiale, Pandemic Emergency Financing Facility, donc PEF selon son acronyme. Et donc c'est un mécanisme d'assurance, finalement c'est un dispositif, c'est un produit d'assurance donc formé par la Banque mondiale qui prévoit donc l'émission, donc la Banque mondiale va émettre des obligations catastrophes pandémiques. C'est pour donc récupérer de l'argent et en fait pouvoir avoir de l'argent prêt à investir rapidement en cas d'épidémie. C'est un mécanisme qui a été mis en place en 2017 et qui vient juste là, en mai dernier, d'approuver son premier financement. Et c'est un mécanisme qui a été mis en place, encore une fois, suite à l'épidémie d'Ebola de 2014. Puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2014, ce qui s'est passé lorsque la communauté internationale a pris la mesure du problème et a décidé de réagir, il n'y avait pas d'argent en gros, et les États rechignaient à donner de l'argent. Donc là, l'objectif, c'était d'avoir un mécanisme avec de l'argent prêt rapidement pour agir. Donc voilà, donc c'est un produit d'assurance. La Banque mondiale va émettre des obligations que des investisseurs achètent. Ces obligations, en fait, elles sont liées à des épidémies.
des épidémies de pathogènes variés. Vous avez qu'elles peuvent porter sur Ebola, le coronavirus, la grippe, etc. Donc, dans chaque cas, vous avez des modèles qui le risque d'épidémie a été modélisé, et ça va déterminer les primes d'assurance. Voilà. Donc, les investisseurs qui achètent ces obligations, en fait, vont toucher des intérêts tant qu'aucune épidémie ne se déclenche. Mais il y a un risque, qui est le risque, c'est que si une épidémie se déclenche, là, les investisseurs prennent le risque, donc non seulement de ne plus percevoir d'intérêt, mais aussi de perdre une partie, voire tout, de leur capital. Donc c'est un mécanisme, et il y a des États qui au départ qui ont donné de l'argent aussi pour constituer le fonds, pouvoir financer les intérêts au départ, et puis financer aussi une deuxième partie du dispositif un peu différente, mais que je vais pas avoir le temps de détailler ici. Mais donc le Japon et l'Allemagne notamment en fait avaient participé à la construction de ce mécanisme. Donc voilà, c'est un dispositif qui là est appliqué aux épidémies, mais qui évidemment, vous avez sans doute entendu parler des obligations catastrophes qui au départ portaient sur les catastrophes naturelles. Et donc c'est un dispositif qui se diffuse actuellement dans le domaine de la santé mondiale pour les épidémies, mais qui est controversé pour 3 raisons principales que je vais donner là rapidement. D'abord, ce sont des dispositifs de financement qui reposent, risqués en fait, et donc qui prévoient des financements pour des questions tout à fait spécifiques. Ça va pas résoudre les problèmes de financement pour des questions qui sont plus difficiles à cadrer en termes de risque et pour lesquelles vous pouvez pas avoir ce risque assurantiel de la même manière. Il y a également un certain nombre de conditions en fait qui viennent avec ce dispositif, puisqu'en fait, pour avoir accès au fonds, en fait, les pays vont devoir élaborer des plans de réaction aux épidémies. Donc voilà, c'est aussi il y a une question autour des conditions imposées. On ne sait pas exactement quelles elles seront. Et puis, et c'est là le point surtout qui m'intéresse, c'est qu'il y a un risque en fait de conflit d'intérêts. Et notamment, en fait, que les obligations soient émises dans des conditions plus favorables, en fait, aux investisseurs qu'aux populations qui subissent les événements. Et ça pourquoi ? Parce que déclarer, en fait, par exemple, qu'on est dans une situation d'épidémie, c'est un acte politique qui repose sur une évaluation et que c'est débattu dans bien des cas. Par exemple, l'évaluation de la survenue de l'événement épidémie, c'est toujours incertain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2009, il y avait le virus de la grippe H1N1 qui circulait, et l'Organisation mondiale de la santé avait donc qualifié cet événement en pandémie, entraînant en fait l'achat par les États de certain nombre de millions de doses de vaccins qui finalement s'étaient avérées inutiles parce que le virus était peu virulent. Et l'OMS avait été très critiquée pour cela. Il y avait eu une enquête diligentée, des soupçons de collusion avec l'industrie pharmaceutique. Alors en 2009, là, il n'y avait pas d'obligation catastrophe pandémique émise, mais ça c'est bien un événement qui montre à quel point c'est une décision d'évaluation qui est politique, et puis aussi qu'il y a des risques donc politiques qui y sont liés. D'où mon dernier point, qui est que la logique assurantielle finalement, elle fait également peser des risques politiques, donc en termes de légitimité, d'image, de réputation aux organisations donc internationales, puis même à l'Organisation mondiale de la santé finalement en particulier. Et donc c'est intéressant de voir qu'à l'intérieur de ces organisations, vous avez en fait des procédures de gestion du risque qui sont mises en œuvre ces dernières années. Alors là, c'est un mouvement donc qui est commun à l'ensemble du système multilatéral. C'est un mouvement aussi qui n'est pas, qui est plus large que lié à il n'est pas spécifiquement lié à cette logique assurantielle du risque. Il est plus généralement lié au fait que les organisations internationales coopèrent de plus en plus avec tous les acteurs non étatiques, mais en particulier les entreprises.
et que on commence juste à se dire que bon, peut-être qu'il faut prévoir des mécanismes spécifiques pour gérer cette coopération. Et c'est le cas notamment à l'Organisation mondiale de la santé, qui a récemment adopté un cadre d'engagement avec les acteurs non étatiques, donc tous les types d'acteurs non étatiques, mais donc y compris les entreprises. Et dans ce cadre, il est prévu des procédures d'évaluation de la désirabilité de la coopération, la due diligence, et de gestion des risques, le risk management. Et donc la coopération désirable, c'est celle qui ne présente pas de risque pour l'Organisation mondiale de la santé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour l'OMS ? Ça veut dire que c'est une coopération qui ne va pas nuire à son image, qui ne va pas nuire à sa collaboration avec d'autres acteurs, les États et les organisations non gouvernementales, et qui ne va pas nuire à sa légitimité d'organisation normative, donc d'organisation qui édicte des normes internationales en santé publique. Et voilà, et vous avez donc des bureaux, des départements, des personnes, des employés, désormais au sein de l'OMS, chargés d'évaluer cela. Et donc voilà, je trouve que c'est un point, je veux dire, assez intéressant de voir aussi à quel point le développement de la logique assurantielle, qui est utile pour trouver des financements en fait en santé mondiale, va également conduire finalement, ou devrait conduire en tout cas à renforcer une logique assurantielle, mais là dans le domaine de la gouvernance en fait et de la gestion de la coopération avec les acteurs. Et évidemment, les deux sont liés en fait et se renforcent mutuellement. C'est pour ça qu'en conclusion et voilà au terme de ma présentation, je me suis dit qu'il y avait quand même un certain nombre d'effets d'entraînement en fait du risque. Alors voilà, j'espère avoir montré dans le domaine de la santé mondiale, il y a plusieurs conceptions du risque qui coexistent et qu'on peut identifier un certain effet d'entraînement du risque qui est à partir du moment où en fait on cadre une question de santé en termes de risque, donc ce qui est un acte politique, on prescrit un certain nombre d'actions, préparation, résilience. Pour mettre en œuvre ces actions, on va avoir besoin de ressources, et ce de manière assez impérative, urgente, et que c'est pour trouver ces ressources, en fait, on va faciliter des dispositifs fondés sur donc la logique assurantielle du risque, qui elle-même alors j'allais dire vont appeler, mais surtout devraient appeler à des mesures de gestion politique du risque, parce que pour le moment, elle reste, à mon avis, tout à fait insuffisante. Voilà. Merci à vous. Voilà, vous avez donc les références bibliographiques. Voilà. Donc, bonjour, merci. Je voulais vous remercier aussi de m'accueillir aujourd'hui pour parler du travail, à la fois du travail et puis du milieu dans lequel j'évolue. Donc, comme vous l'avez cité lors de ma présentation, je travaille à la fois pour une start-up, Blue Square, belge, donc je reviendrai un petit peu plus loin sur ce qu'on fait. Et je termine une thèse à University of Washington, à Seattle, au sein de l'Institute for Health Metrics and Evaluation, où on travaille sur le Global Burden of Disease, donc le gros projet de IHME, et la mesure du poids de la morbidité au niveau mondial. Et donc la grande question qui se pose c'est comment est-ce qu'on va mesurer ça, comment est-ce qu'on va mesurer le poids de différentes sources de morbidité, de mortalité, et comment est-ce qu'on va arriver à les mesurer dans le temps, comment est-ce qu'on va arriver à comparer des pays qui sont incomparables, qu'on va comparer des affections qui sont incomparables. Donc c'est ce que je vais essayer de toucher un petit peu, sans rentrer trop dans des détails techniques. Et donc ce que j'ai mis sur la couverture un petit peu de cette slide, est-ce que certains d'entre vous connaissent cette représentation, savent d'où elle sort? Ça c'est un peu la fondation du champ dans lequel je travaille. Ça date donc dans la campagne de Crimée de 1854-1855. C'est une représentation qui est faite par une infirmière anglaise qui avait pris toutes les différentes sources de mortalité chez les soldats anglais. Donc ce que vous voyez en bleu, la grande source de mortalité chez les patients, chez les soldats anglais pendant la campagne, c'était évidemment les infections.
Et ce que vous avez en noir ici, alors en plus c'est une représentation qui est un peu particulière parce que toutes les anneaux partent du milieu, donc il y a des parties qui sont recouvertes. C'est les morts au front pendant la guerre, d'accord. Et donc cette représentation, a été un grand choc, on va dire, dans l'armée anglaise, où ils se sont rendus compte qu'un des gros problèmes de santé publique au sein de leur armée, de mortalité, c'était non pas les morts au combat, mais c'était la mortalité infectieuse et en grande partie la mortalité nosocomiale, donc les soldats qui étaient blessés, qui étaient blessés, qui se retrouvaient dans l'hôpital et qui se récupéraient une autre affection pendant ce temps-là. Voilà. Et donc cette question, cette introduction, elle est intéressante parce qu'elle dit, c'est tout début de cette question de comment est-ce qu'on va mesurer les différents risques, comment est-ce qu'on va comparer les sources. C'est des questions qu'on se pose depuis en fait assez longtemps, qui naissent il y a assez longtemps. Et on se retrouve aujourd'hui donc à l'épidémie d'Ebola 2014, on se retrouve sur Twitter, et Caitlin Rivers, qui est une épidémiologiste américaine qui faisait sa thèse à ce moment-là, se disait, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va elle essaie de récupérer toutes les différentes rapports sur l'épidémie d'Ebola qui sortaient à ce moment-là, qui étaient publiés, et on essayait d'avoir des données qui soient standardisées, qui permettent à différentes équipes de recherche de se saisir de ces données et d'arriver à travailler. Et un soir, it's not just slight division, the numbers are just really meaningless. Les nombres ne font aucun sens. Les nombres qui nous sortent du système de santé en 2014 n'ont aucun sens. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans cette épidémie d'Ebola. Et discussion, et quelques temps après, quelqu'un lui répond, alors c'est trop petit, vous n'arriverez pas à le voir, mais il lui dit, écoutez, on lui dit, écoutez, c'est pas très grave, de toute façon, on est en Afrique, on a des besoins, on n'a pas forcément besoin de quantifier ce que c'est, il faut travailler, il faut avancer, à laquelle quelqu'un répond, en même temps, c'est pas comme ça que ça marche, moi je suis épidémiologiste, mon boulot c'est de travailler sur les chiffres. Pourquoi est-ce que je travaille là-dessus? Pourquoi est-ce que je prends ça comme introduction? C'est que cette question de, déjà, la difficulté aujourd'hui de mesurer ce qui va se passer, quels sont les problèmes de santé, même dans un cadre d'épidémie où on a toutes les équipes de recherche de la Terre qui sont sur 3 pays d'Afrique de l'Ouest, est intimement liée à une question d'action et une question de priorisation de l'action. Et je pense que Oriane, on a très très bien parlé juste avant. Et les questions qu'on va se poser, les questions ne sont pas seulement des questions de mesure et de mesure de ce qui se passe, mais vont nous permettre, sont des mesures qui vont être après instrumentalisées pour orienter une action politique. Alors, là-dessus, sur la question de la mesure, si je vous parlais de mesure, donc moi je suis à la base je suis statisticien, je pourrais très bien vous parler de la mesure d'une façon très fonctionnelle. On a 4 fonctions principales. Je veux collecter des données, je veux manager mes données, c'est-à-dire les mettre dans des bases de données, être capable d'y accéder, de les rendre disponibles quand j'en ai besoin. Je veux pouvoir les analyser à certains moments, et puis une fois qu'elles sont analysées, je veux que les résultats de mes analyses puissent être utilisés par des acteurs X ou Y. Donc cette question de la mesure, elle est assez simple. On pourrait même faire un flux directionnel là-dessous. On pourrait se dire chacune de ces étapes vient l'une après l'autre. Ça serait à peu près satisfaisant. Mais en fait, il y a plein de questions qui vont se poser derrière. Donc il y a des questions, en particulier des questions techniques. Question technique, ça va être quelles sont les méthodes d'analyse de données qu'on va utiliser, d'accord? Donc on a un peu une grande école, une grande tradition de statistique inférentielle, de tout un tas d'outillages statistiques qui existent depuis des années maintenant. Aujourd'hui, on voit arriver d'autres méthodes qui viennent se greffer dessus. On va parler de data science, donc on va élargir le champ même de l'analyse de données et de ce qu'on va faire avec des données chiffrées. On va même parler d'intelligence artificielle. Je peux comprendre que vous en aviez déjà parlé ici. On va parler même il y a des questions qui vont être des questions de big data, et donc il y a plein de questions qui vont se poser sur comment est-ce que je vais faire, quelles sont les questions techniques que je vais devoir me poser pour répondre à mes questions de mesurement. Il y a aussi des questions technologiques. En particulier dans le domaine de la santé globale, c'est comment est-ce que je vais collecter mes données? Est-ce que je vais utiliser des registres en papier, des dossiers patients en papier? Il y a eu un moment, on a vu arriver sur le marché des téléphones portables, des tablettes, ce qui a révolutionné la manière dont on a récupéré des données. Mais bon, ça vient à un coût, ça pose tout un tas de questions. Il y a toutes les questions de data warehousing, c'est-à-dire les capacités qu'on a de plus en plus de structurer des volumes de données très très complexes et de les garder. Et puis il y a quelque chose qui est très important aujourd'hui, qui est le cloud computing, c'est-à-dire la capacité de faire des analyses, de faire tourner des calculs, même des calculs importants,
dans le cloud, si vous voulez, sur des serveurs qui vont se trouver chez Amazon, chez Google, chez d'autres gens. Et ça a, et c'est en train, pour moi, de mon point de vue, c'est en train de révolutionner la façon dont on fait de l'épidémiologie et dont on fait de la statistique, en particulier dans le monde, dans les pays en développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir accès, en très très peu de temps, à une capacité computationnelle qui est plus grande que celle qui doit être présente aujourd'hui dans un pays comme le Niger, si vous voulez. Et ça révolutionne ce qu'on va vouloir faire et ce qu'on va pouvoir faire en termes d'analyse de données dans ces pays-là. Après, il y a des questions politiques, et Oriane les a déjà un petit peu touchées, c'est-à-dire que quand on va parler de système, dès qu'on va faire un système de mesure, on va s'adosser sur des systèmes politiques, donc par exemple un système de santé, on va s'y adosser pour construire un système d'information sanitaire en particulier. Il y a des questions de régulation et d'éthique, de qu'est-ce qu'on va faire avec ces données. Moi, si j'ai accès à des données dans le cadre d'un projet, qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que je ne peux pas en faire. Donc, est-ce que si j'ai des questions que je pourrais répondre avec mon jeu de données A, mais que ce jeu de données A, je n'ai pas l'autorisation de retoucher pour certaines questions, je ne peux pas retravailler dessus, ou je ne peux pas, par exemple, le partager avec des partenaires ou avec des gens qui seraient intéressés, même si c'est le cas. Donc, la question de la régulation est très importante. Il y a d'autres questions qui, derrière, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il n'y a pas le temps, mais cette question de la mesure de la performance, de la priorisation et de la catégorisation, ça rejoint ce point très politique, dont un peu parle Oriane, qui est l'idée que mesurer, c'est avant tout faire des choix. D'accord ? Donc, on va dire qu'on va faire une catégorisation. Si je veux mesurer le nombre de patients qui sont suivis sous ARV au Niger, ça nécessite que j'ai une première définition de qu'est-ce que ça veut dire être suivi sous ARV. Et ça nécessite d'exclure un certain nombre de gens. Et que tous ces choix, on peut les présenter comme des choix méthodologiques, mais c'est aussi éminemment des choix politiques. Et j'y reviendrai un petit peu plus loin dans la présentation. Et en santé globale, on a un aspect qui est aussi très important, c'est celui des différentes échelles auxquelles on travaille. En particulier, on va dire, la collecte des données va se passer à un niveau local, très localisé, dans un centre de santé, dans un village de Guinée. On va faire de la collecte de données, mais ces données vont être utilisées derrière pour faire de la surveillance épidémiologique au niveau global sur la diffusion de certaines pathologies. Et donc on a différentes échelles, à la fois d'analyse, des échelles de collecte et de valeur des données et des analyses qu'on fait, qui s'entrecroisent et qui passent leur temps à se rencontrer et à se répondre les unes aux autres. Et c'est en fait une grande complexité qui se rapproche. Donc à ces questions, j'allais dire, qui se posent et auxquelles on réfléchit quasiment au quotidien quand on travaille sur les outils qu'on a, se pose une question. Alors là, on y réfléchit beaucoup moins au quotidien, mais c'est des questions, on devrait peut-être un peu plus. C'est des questions de perspective. Quelles sont les perspectives dans lesquelles on fait du mesurement ? La première, c'est la perspective professionnelle. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà parlé d'Alain Desrosières, qui était un statisticien, historien de la statistique français, qui travaillait beaucoup sur la profession statisticien, qui a écrit un papier que j'aime beaucoup sur la profession de statisticien. C'est une profession qui est à cheval entre l'administrateur. Donc, l'administrateur, c'est celui qui va normer et qui va définir les différentes catégories, justement, qu'est-ce qui est, et qui va définir, si aujourd'hui je vous dis, voici le taux de prévalence du VIH dans un pays, je norme, je dis ce qui est, je déclare. Et il y a le scientifique en même temps, d'accord ? Et il y a toute la question technique qui se pose derrière. Et au quotidien, quand on va faire notre travail, on va se trouver en fait, et je montrerai en plus de détails tout à l'heure comment ça se passe, cette interaction, mais un petit peu en porte-à-faux entre ces deux perspectives. Des gens qui vont avoir une perspective beaucoup plus d'administrateurs, qui vont penser aux chiffres, penser à la mesure comme une question d'administration et de définition du réel, et des gens qui vont penser plus en termes de mesure, et de questions de mesure et de questions scientifiques. Il y a une deuxième question, je ne vais pas m'attarder dessus, ce qui est de théorie du mesurement de base, donc des catégories que vous connaissez, vous avez déjà approché déjà, c'est en gros, est-ce qu'on construit l'objet de mesure ou est-ce qu'on essaie d'aborder un objet qui existe déjà et on essaie de le cerner le mieux possible. Donc objectiviste contre constructiviste. Et ça, c'est des perspectives aussi dans la mesure qu'on ne se pose pas au quotidien quand on fait notre travail, en tout cas très, très peu. Et en fait, à chaque fois qu'on commence à les gratter un petit peu, on se rend compte qu'on n'est pas forcément là où on pense. Et là encore, spécifiquement dans la santé globale, il y a aussi deux questions qui se posent. Et là, je reprends une catégorisation qui a été faite par Paul Edwards, qui a écrit un très beau livre là-dessus, mais sur la question de la mesure du climat. Et il dit il y a deux projets de mesure des questions climatiques qui s'opposent. Il y a la question de make global data, ok ? Et donc make global data, ça veut dire quoi ? C'est offrir une mesure, une donnée au niveau mondial, au niveau global. Et le projet inverse, c'est make data global. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est collecter des données de manière unifiée
partout dans le monde. Donc vous pouvez vous présenter les choses si vous reprenez ici. La première, Make Global Data, c'est-à-dire on va avoir des données qui soient utilisables et qui soient, on va dire, un résultat de la mesure qui nous permet de décrire le monde dans son ensemble. Le deuxième projet est de dire non, on va pas penser ça en termes de produits finis, on va dire comment est-ce qu'on va faire pour collecter les mêmes données partout dans le monde. Et nous, c'est des questions qui se posent en permanence, dans le sens où elles se posent dans mon travail, par exemple en termes de normes des outils de collecte de données. Est-ce que ces outils de collecte de données, on doit pousser vers des systèmes où on a les mêmes outils de collecte de données partout dans tous les pays. Donc l'OMS, par exemple, pourrait définir des standards de collecte de données et dire aux pays, débrouillez-vous, mais nous, on a besoin de ces données qui arrivent. Ou est-ce qu'on est dans une autre perspective, qui est de dire, l'OMS et une chambre d'enregistrement récupère des données disparates qui sont enregistrées avec des normes nationales qui sont collectées autour du monde. Et son travail est de transformer ça dans une mesure globale. Et donc ces deux projets, c'est aussi deux projets, je ne vais pas dire qu'ils s'affrontent parce qu'il y a là aussi des questions politiques assez claires et des asymétries de pouvoir qui font qu'en fait on est dans une situation plutôt que l'autre. Mais pour moi, dans la façon dont on travaille et ce que je vais décrire, c'est des questions qui sont très importantes. Alors, ce que je vais faire dans la suite, tout ce que je viens de vous décrire là, on va le retrouver à droite, à gauche là-dedans. Donc c'est pour ça que je vais vous faire cette introduction qui vous donne un petit peu toutes les différentes questions, les différents cheminements qui vont se poser au cours de ce qui se passe. Donc ce que je vais faire très rapidement, je vais vous montrer ce que c'est que ces données, parce que moi c'est mon outil de travail quotidien, mais vous n'êtes pas forcément très familier avec quelles sont les données qu'on manie en santé. Derrière, je vais vous proposer quelques réflexions sur l'analyse et comment se passe cette analyse. Et dernièrement, j'aimerais bien qu'on pense à cette question d'analyse et d'incertitude de la mesure en santé globale, en pensant à deux activités qu'on fait, qui sont celles de la réinvention. Comment est-ce qu'on réinvente la mesure au quotidien, et comment est-ce qu'on hybride les pratiques de mesure avec différentes traditions et différentes méthodes qu'on va mettre en œuvre. Alors, les données de la santé globale. Pour avoir une idée de à quoi ça ressemble, ce que je vous mets là, c'est un panorama qu'on fait sur un projet sur lequel je travaille en ce moment, en RDC, donc en République démocratique du Congo, et on essaie on travaille sur les questions de VIH, et ben justement, comme en parlait Oriane, on essaie de suivre le développement de résistance, d'apparition en résistance au traitement ARV. Et donc, si on fait le panorama de toutes les données qui peuvent nous intéresser là-dedans, on va avoir des données d'évaluation des centres de santé, d'accord, qui sont produites par la Banque mondiale, par le USA, donc la coopération américaine, qui font des études, des enquêtes dans les centres de santé où ils vont collecter tout un tas de données assez, alors périodiquement ou pas, mais bon, c'est des données qui sont disponibles. On va avoir les données des services de santé, donc ça va être par exemple les rapports qui vont être produits par les hôpitaux mensuellement, même hebdomadairement dans certains cas, qui vont être envoyés, qui vont remonter au sein du système national d'information sanitaire. Puis on a le programme national de lutte contre le sida qui a lui-même son propre système de données. On va avoir CORDAID et le PEPFAR qui sont des partenaires internationaux. Donc CORDAID, c'est une ONG néerlandaise. Le PEPFAR, c'est la coopération américaine aussi, qui va collecter des données, qui va avoir accès à ces données, et qui vont être, pareil, des données de même nature, des données qui vont sortir des systèmes de santé. On va avoir des données cliniques, c'est-à-dire des données individuelles, si vous voulez. On va avoir des données, une ligne sera un patient, et puis on saura ce qui se passe chez ce patient. Ça, c'est typiquement ce qu'on va trouver dans des ONG internationales, type Médecins sans frontières, DREAM, qui est une ONG italienne. Et on a un programme qui s'appelle TIRNET, qui est le programme national, qui vient d'un système sud-africain, mais qui est en train d'être implémenté en RDC. On a des données sur le financement, donc ça c'est d'autres sources, par exemple le PDSS, les données auxquelles on a accès dans le PDSS, c'est des données qui sont gérées pour le financement basé sur la performance, donc on peut avoir accès à ces données-là. Des données logistiques qui peuvent venir soit des CDR, donc du système de distribution médicamenteux congolais qui est disponible, où là aussi les bailleurs de fonds vont tracer la distribution des intrants, et donc le PEPFAR et le Fonds mondial ont ce genre de choses-là. On a des données de population, donc les EDS, DHS et WorldPop sont des données de population, soit des enquêtes de santé ou de la cartographie de santé, qui sont produites par des grandes universités américaines qui mettent ces données à disposition. Et puis on a d'autres données, donc OSM, je ne sais pas si vous êtes familier avec OpenStreetMaps, c'est l'équivalent de Google Maps, ce que vous utilisez, c'est un équivalent open source, crowdsourcé, avec donc les données sont mises en place par
sont données par la communauté. Et donc, c'est des données que nous aussi, on va utiliser. Donc, ce que vous voyez, c'est à la fois l'explosion des types de données qu'on va avoir, l'explosion du nombre d'acteurs qui vont être disponibles, la diversité du type de données qu'on va manier. Et donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va travailler avec ça? Alors, je vais vous montrer ma spécialité quand je travaille, qui sont vraiment les données qu'on trouve dans les centres de santé. Et donc, le système sanitaire, et quelles sont ces données, à quoi ça ressemble au quotidien. Premier problème qu'on a, alors malheureusement ça ne ressort pas très bien ici encore, mais c'est celle qu'on a un espace qui est peu normé. C'est-à-dire que par exemple, bon ça c'est des données qui viennent du Niger, mais je travaille avec deux éditions du recensement au Niger, et j'essaie de regarder l'évolution dans des nœuds de recensement, ce qui s'est passé d'une fois sur l'autre. Le premier problème que j'ai, c'est qu'en fait, ils ne sont pas écrits de la même manière d'un côté ou de l'autre, d'accord? Donc là, si vous voulez, ici, j'ai Tamesna ici j'ai Tamesna B, C, D, je vais avoir, soit j'ai aussi des endroits où j'ai pas de match, mais en gros, cette idée que quand on travaille, on va avoir une liste de noms de places, de noms de lieux, de noms d'hôpitaux, et qu'on va pouvoir un peu regrouper ces différentes sources de données basées sur ces noms. Il faut l'oublier dès le début. C'est pas comme ça que ça se passe. Toutes ces données-là travaillent avec des nomenclatures qui sont différentes, avec des hiérarchies sanitaires qui sont même différentes en fonction des situations. Et donc, on a un système qui est très peu normé à ce niveau-là. Tout le travail, il y a déjà un premier travail d'analyse qui est celui de renormer le réel, de renormer c'est quoi le système, c'est quoi le pays dans lequel on travaille, et il faut comprendre ce qui s'y passe. La deuxième question, on est encore dans un espace normé. Ça, c'est un outil de collecte de données. J'étais à Kinshasa il y a quelques semaines, j'ai pris cette photo. C'est un outil, ça c'est un très très bel outil qui est très bien tenu, mais comme vous le voyez, c'est dans un cahier qui est l'équivalent de ce cahier que j'ai ici. Il a été tracé à la main avec un stylo bic. Il est rempli au fur et à mesure. Ça, c'est le suivi de la sortie des médicaments ARV dans un centre de santé. Et donc ça, c'est des données-là qui sont pas standardisées. Ce registre, il peut ressembler à ça. Il peut ressembler à autre chose dans le centre de santé d'à côté. Alors là, il est en plus celui-là imposé par le PEPFAR, donc il a une catégorie à part. Mais l'idée aussi que toutes les données que je vous ai montrées qu'à l'intérieur de chaque carré, c'est à peu près homogène, elle est fausse aussi. À l'intérieur de chaque carré, on a beaucoup de choses différentes qui se passent, et il va falloir qu'on regroupe, il va falloir qu'on retravaille là-dessus. D'accord ? Et après, la collecte des données, c'est un travail spécialisé, d'accord ? C'est-à-dire ce que je vous montre là, c'est un aide de travail que j'avais fait en Guinée il y a quelques années pour aider les infirmiers dans les centres de santé à calculer leur rapport mensuel à la fin des mois pour avoir le nombre de patients suivis sous ARV. Et donc, comme vous le voyez, l'arbre de décision qui est là, il n'est pas complètement trivial, il est en fait assez complexe. Et ça, c'est pas l'indicateur le plus complexe à faire. Et donc, c'est un travail à part entière. Vraiment, la collecte et l'analyse des données dans les centres de santé, c'est un travail à part entière qui demande des capacités à part entière et qui, dans la grande majorité des cas, est fait par des personnels qui sont non spécialisés dans ce travail-là, non spécialisés à la fois en termes de compétences et en termes de poids de travail. C'est pas leur travail primaire. C'est des gens qui suivent des patients et qui, à la fin de la journée, vont faire un travail d'analyse de données, vont faire ce genre de choses-là. Et donc, à l'arrivée, on a un peu le système, on récupère le fruit du système qu'on a bâti. Ce que vous voyez là, c'est la complétude et la disponibilité de certaines de données dans certaines zones de santé au Congo, qui sont les zones dans lesquelles l'épidémie, la dernière épidémie d'Ebola, enfin celle de Équateur Kivu, qui a commencé cette année en RDC, se passe. Donc on a essayé de suivre un petit peu quelles sont les données de routine qu'on va avoir nous à notre disposition pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et alors ce que vous ne voyez pas parce que c'est trop petit, mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en gros les taux de disponibilité de ces rapports au niveau central, nous on tape directement dans le système national d'information sanitaire, ils peuvent être à moins de 25% en fonction des zones, c'est-à-dire qu'on a moins d'un quart des rapports qu'on devrait voir dans la base de données pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans ces zones de santé, et que même quand on les récupère, on a certains de ces rapports qui ont moins de 50% de complétude, c'est-à-dire qu'on a en fait beaucoup de déperditions en ligne dans les données qu'on va récupérer. Donc ça, ce que je vous décris, c'est un petit peu la réalité de qu'est-ce que c'est les données, et alors en termes d'incertitude, qu'est-ce qu'on perd comme données? On n'en sait pas grand-chose. Enfin, nous, on essaie d'en savoir un peu plus, mais comme ça, il n'y a pas vraiment de règles. Et dernière chose, c'est une question de délai de mise à jour. Là, ce que je vous montre, c'est quelque chose que j'avais fait au Niger. Donc ça, c'est sur de la donnée clinique. Donc c'est des bases de données patients. Donc vous voyez votre médecin, il a un ordinateur en face de lui, il rentre là. Alors là justement, il l'a pas en face de lui. Il rentre la donnée sur ce patient. Et donc ce que vous voyez en abscisse, c'est la date à laquelle une visite a été rentrée. Et ce que vous voyez en ordonnée, c'est la date de la consultation, d'accord ? Et donc ces grandes dégringolades que vous voyez ici, c'est par exemple
qui a un centre qui est à Niamey, dans la capitale. En 2012, on rentrait des visites qui avaient eu lieu en 2006, donc 6 ans précédents. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est des systèmes, ça demande une logistique, d'avoir un système d'information qui marche. Au Niger, dans les hôpitaux, les agents d'entrée de saisie, en tout cas à cette époque, c'était des gens qui faisaient le service national. Et donc, on pouvait se retrouver, par exemple, si on regarde Dosso ici, pendant pratiquement plus d'1 an, il n'y a eu aucun agent de saisie dans le centre de santé. Et donc, on a 0 donnée sur ce qui s'est passé, ou alors la donnée, on l'a récupérée ici au moment où quelqu'un est revenu, et il y a eu un rattrapage qui a eu lieu. D'accord ? Donc, on a à la fois un problème de complétude, et on a à la fois un problème de promptitude. On a des données, mais on les a souvent tard. On les a souvent très tard. D'accord ? Donc ça vous donne un petit peu un cadre alors je me suis concentré sur un type de données particulier, mais ça vous donne un cadre un peu de qu'est-ce que c'est le type de données qu'on récupère, à quoi ressemble et avec quoi on travaille. Une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer ici le résultat de ce qui se fait à mon laboratoire à HMI, qui est le Global Burden of Disease. Donc c'est là que je vais avoir besoin d'avancer un tout petit peu. Je m'excuse. Ça, vous pouvez avoir accès à cet outil-là sur le site internet d'HMI. Et qu'est-ce que ça vous montre ? Ça vous montre, en gros, la répartition et le poids de différentes causes de mortalité et de morbidité. Alors ça, c'est dans le monde. Réparti en bleu avec les infections non transmissibles, en rouge, tout ce qui est infection transmissible, et en vert, ici dans le coin, tout ce qui est mort violente, donc accident, suicide, etc. D'accord ? Et donc, on a ça, la couleur, je veux dire, la teinte, correspond au taux de croissance dans les dernières années, et l'unité, c'est l'année de vie en bonne santé, donc qui est une unité de standardisation qui a été développée il y a quelques années par Chris Murray pour mesurer un petit peu l'impact de différentes causes de morbimortalité dans la santé. Donc, ce que je vous montre là, par exemple, vous voyez, ischemic heart disease, c'est 6 ou 84,83% des dailies. On a même un intervalle de confiance, c'est assez sympa, et on a un taux de croissance annuel de 0,023. Donc, cet outil-là, si vous voulez aller dessus, vous pourrez faire plein de choses. Vous pouvez regarder, par exemple, certains des sexes différents, d'accord ? Vous pourrez, donc là, on est en 2017, vous pouvez regarder ce qui se passe à partir de 1992. Et donc, vous allez pouvoir suivre. Donc là, ce que vous voyez, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà en tête. De 92 à 2017, on a eu une augmentation des maladies non transmissibles et une diminution de la part des maladies transmissibles. Voilà. Donc, on a quelque chose qui est quand même très, très informatif, qu'on peut regarder pays par pays. Alors, on ne va pas prendre les temps. On peut regarder ici par exemple, si on va ici, vous pouvez regarder les causes de risque et leur place. Donc, on a une description très très complète, extrêmement complète, de l'état de santé de la population mondiale qui se fait là. Donc la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on relie ça avec ce qu'on vient de discuter avant, avec les données qu'on a utilisées. Alors, ce que je vous montre juste après, c'est en fait le flowchart, le pipeline d'analyse qui aboutit sur ces résultats, mais c'est juste une petite partie, d'accord ? C'est non-fatal estimation, c'est toutes les affections qui ne sont pas fatales, d'accord ? Ce qui se passe là-dedans, ici, on met des données, on ajuste ces données-là, on les remet dans une base de données, et puis à partir de là, il y a plein d'étapes d'analyse dans le détail desquelles je ne vais pas rentrer, d'analyse, de modélisation, de simulation, d'estimation de l'incertitude. On va faire des corrections, on va remettre ça dans des enveloppes pour qu'on ne compte pas 2 fois les mêmes morts, etc. Et on va arriver au résultat final, qui est cette grande base de données sur la mortalité mondiale. Donc, ce qui est là, c'est on a en fait une surmodélisation des données qui sont là à l'origine. Et donc, la question qu'on peut toujours se poser à ce niveau-là, c'est à quel point est-ce qu'on construit l'objet à partir de là, ou à quel point est-ce qu'on reflète réellement la réalité qu'on a pu capturer à travers des enquêtes, des données faibles qui vont être disponibles, et à quel point est-ce qu'on reflète quelque chose de réel. Alors, et la grande question qui se pose derrière ça, c'est la question de la validation. Comment est-ce qu'on valide ce qu'on va avoir mesuré ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on est sûr que ce qu'on a mesuré, ce qu'on a modélisé, ce qu'on est obligé de modéliser assez fortement, réellement reflète la réalité. Alors, cette question, elle se pose aussi. Par exemple, ici, ce que je vous présente, c'est pareil. Vous pouvez aller sur le site de HMI et vous pouvez interagir avec ça. Je vais pas le faire, ce sera plus rapide. Mais ce qu'on voit là, c'est en rouge, donc la couche rouge, c'est le risque de transmission, une modélisation de risque de transmission d'Ebola donc de sa niche animale à l'homme, d'accord ? Et les points bleus, c'est les cas documentés de transmission. Donc là, vous avez le patient zéro de l'épidémie de 2014. Donc c'est ce qu'on essaie de visualiser là, c'est mesurer et modéliser le risque de transmission d'Ebola de son réservoir à la population humaine. Et un des problèmes qu'on va avoir ici, qu'on va faire ça, c'est comme vous le voyez, on a en fait assez peu
de cas de transmission de la... Et donc, comment est-ce qu'on va valider les résultats qu'on a? Les résultats qu'on a construits, ils ont été construits à partir de données sur sur la couverture végétale de l'endroit, sur des données zoologiques qui existent, sur des données entomologiques. Je ne travaille pas sur ce travail, donc je ne connais pas tout ce qui rentre dans ce modèle-là, mais on a en gros une estimation assez forte du risque, qui est cette couche rouge, mais la réalisation du risque et la validation de ce modèle d'estimation de risque en le confrontant à la réalisation, c'est quelque chose auquel on a très très peu accès. C'est des choses qui se passent très rarement. Pas parce que ça arrive pas souvent, parce que probablement là dans le centre, là dans les provinces de l'Équateur, etc., au Congo, on a beaucoup d'épidémies ou de cas qui sont silencieux, qu'on va jamais avoir, nous, vus dans des centres de santé, qu'on va jamais, ou même si on les a vus dans des centres de santé qui vont pas avoir été identifiés comme des cas d'Ebola. Donc ça veut pas dire que ça se passe pas souvent, ça veut dire qu'on a rarement la donnée quand ça se passe. D'accord? Et donc, nous, ce qu'on a là ici, c'est en fait très peu de données sur cette validation. Une fois puisqu'on a des problèmes de validation, la deuxième question, c'est quelle est la réfutabilité qu'on peut avoir de ces données-là. Donc ça pose aussi une question on a un travail qui est éminemment scientifique dans le sens technique, mais à quel point est-ce qu'il est scientifique dans le sens réfutable, dans le sens est-ce qu'on va pouvoir discuter ou revoir ces résultats. Et ultimement, et pour revenir à ma première ouverture, c'est quelle est la valeur de ce type de modèle, de ce type de résultat pour la décision politique. Un exemple que je vous donne, ce que vous voyez là, c'est la carte du Niger, et c'est la modélisation de la population du Niger qui est faite par un groupe qui s'appelle WorldPop, qui est basé à l'université d'Oxford, je crois. Où ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent plein de données qui vont être soit des données administratives, vont prendre des données satellitaires de illumination de la Terre à la nuit, des données de terrain, et on va en gros faire un très gros modèle qui va nous donner la vision, la plus fine et la plus détaillée possible de la distribution de la population au Niger. Mais ce que vous voyez quand on voit ça, c'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est la superposition de couches de données, c'est la superposition de différentes couches. Mais à quel point est-ce que ça reflète réellement un smoothing et une réalité sur laquelle on peut bâtir de la décision, c'est en fait assez discutable. Ce qu'on voit là, c'est quand même essentiellement, on a l'impression de voir quand même essentiellement la construction d'un modèle, mais est-ce qu'on voit quelque chose sur lequel on a envie de prendre des décisions, c'est une autre question. D'accord ? Et alors je termine cette partie-là, je vais pas commenter ce graphique-là, mais avec une description, une citation de Morten Jerven, qui est un économiste d'origine norvégienne qui travaille beaucoup sur la production des chiffres, alors lui beaucoup plus dans le cadre économique en Afrique, qui dit en gros on a ce trade-off between precision and relevance. Est-ce qu'on va être précis ou est-ce qu'on va avoir quelque chose qui soit utile et relevant en termes de position, et on revient à l'opposition que j'avais citée, donc développée décrite par Alain Desrosières, sur la question entre la perspective d'un scientifique et la perspective d'un politique. Et donc là, on se retrouve un peu à cette intersection entre des équipes scientifiques qui vont produire du chiffre, qui vont produire de la mesure avec leurs objectifs en tête, et la question de cette transition vers le politique se pose. Ce qui m'amène à ma dernière partie. Alors, je vais juste me concentrer sur, en gros, cette deuxième citation qui vient justement du dernier livre d'Alain Desrosières, dans lequel il a un petit papier qui sort un petit peu de son terrain d'analyse habituel sur la production des chiffres dans les pays en développement. Et un peu l'intuition qu'il développe, et on sent que c'est pas forcément son terrain d'activité le plus fréquent, mais l'intuition qu'il développe, c'est de dire, on est dans des pays dans lesquels les normes statistiques, la pratique politique n'est pas encore sédimentée et n'est pas encore ancrée et encore en construction, en cours d'invention. Et donc, il voit le lieu aussi, ce flottement politique, pour lui, est le lieu d'une innovation technique. En disant, on peut réinventer la façon de faire de la statistique, on peut innover en statistique, justement parce que les structures politiques sont différentes. Alors, je vous montrerai peut-être s'il y a des questions là-dessus. J'ai envie d'avancer. Et là-dessus,
je voulais terminer en montrant un cas concret du genre de travail qu'on fait nous dans ce domaine-là. C'est Oriane a parlé de comment est-ce qu'on fait de la surveillance. Il y a plusieurs façons de faire de la surveillance. D'accord, on peut faire de la surveillance épidémiologique, c'est-à-dire là on compte des cas, des cas d'une certaine infection qui se passe, et puis on voit à un moment des pics et on se dit là il y a quelque chose qui se passe, on a un problème. On peut avoir cartographie des risques. Donc là c'est un travail qu'on avait fait au Bénin. On va mettre des niveaux de risque, des catégories de risque pour certains centres de santé définis sur certaines dimensions. Et puis on va avoir des comportements différents en fonction de ces niveaux de risque. On peut avoir une approche normative. Là, ce que vous voyez, c'est un papier sur la mortalité hospitalière en Angleterre. Et ce que vous voyez ici, c'est une loi que vous reconnaîtrez comme probablement gaussienne, avec une norme, une moyenne. Et puis on a des cas qui vont diverger. Et donc on va se dire, on va être là en transversal, on va essayer de regarder des divergences à une norme définie parce qu'on va observer dans une population. Et puis on a même des choses qui sont très intéressantes. Là, ce que vous voyez là, c'est la densité d'une planche de contreplaqué en fonction de la profondeur dans la planche. Donc vous voyez, la densité diminue quand on est au milieu de la planche et est assez forte quand on est sur les ordonnées. Pourquoi c'est intéressant ça ? Parce qu'en fait, on va travailler en termes de profil. On va prendre un phénomène et on va essayer de mesurer et de suivre le profil de ce phénomène et de voir comment il évolue et de voir quelle va être la divergence de ce profil, pas en univarié, mais en regardant plusieurs dimensions et les relations de ces différentes dimensions entre elles. C'est un peu compliqué, il y a un peu tard, il y a une façon un peu claire de le dire, c'est quand on fait de la surveillance, on fait des calculs, d'accord, on essaie de caractériser statistiquement ce que ça représente, on voit quand est-ce qu'on a une alerte, et quand on a une alerte, on voit comment on réagit, d'accord, et on voit qu'est-ce qu'on va faire. Donc nous, c'est exactement ce qu'on a fait sur la question du financement basé sur les résultats. La question, c'est de dire, on nous avait posé la question sur le Bénin, quelle est la meilleure façon de surveiller, de faire un suivi du financement basé sur les résultats dans un certain nombre de centres de santé, et comment est-ce qu'on va faire ça ? Et l'approche, il y a des approches qui existent, il y a déjà des choses qui existent, mais nous, ce qu'on leur dit, c'est en gros, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de quel est votre critère de comparaison pour l'approche. Est-ce que c'est le coût global du programme ? Combien va vous coûter votre programme complet ? Ou juste la réduction du risque de surpaiement, de payer pour des services qui ne sont jamais arrivés, qui n'ont pas eu lieu, d'accord ? Ou alors, est-ce que vous voulez avoir des algorithmes qui vont avoir une très forte valeur prédictive, ou si vous sortez, forcément, vous allez trouver une anomalie, vous allez sortir juste au moment où vous allez avoir une anomalie dans un centre de santé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur quoi on veut ajuster. C'est quoi notre variable d'ajustement ? Nous, on va dire, ce qu'on a pu dire, c'est on a plusieurs types d'algorithmes. Je vous ai montré un petit peu de manière assez basique quelles peuvent être ces différentes approches algorithmiques. Et puis, on peut faire varier des paramètres dessus, des hyperparamètres qui vous permettent, est-ce qu'on veut, typiquement, quand on va mettre une cible, est-ce qu'on va sonner l'alarme quand on va avoir une divergence de 5%, ou est-ce qu'on va être un peu plus patient là-dessus ? Puis derrière, la nature de la réaction. Est-ce qu'on va paniquer tout de suite ou est-ce qu'on va graduellement avoir une intervention qui va nous permettre de faire ça ? Alors, ce que ça nous donne, et là c'est aussi, j'avais besoin que ça soit interactif, donc je l'ai mis là-dedans, ça nous donne un outil ici qui nous donne en fait un plan de décision assez intéressant pour un décideur. Ce que vous voyez, les courbes qui descendent ici, les courbes grises, c'est des courbes d'ISO-coût. C'est en gros, chacune de ces stratégies va avoir un coût identique, d'accord ? Mais la distribution de vos coûts va varier. Là, on va avoir des coûts de supervision ou des coûts le paiement que vous allez faire, les surpaiements, le risque de surpaiement que vous allez avoir. Et en gros, qu'est-ce qu'on donne ici ? Si on donne un cadre, on donne un cadre de décision pour un décideur, on lui dit, vous n'avez pas besoin de savoir quelle est la nature du travail qu'on fait, vous n'en avez pas besoin. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a fait des simulations de plein de scénarios possibles avec des algorithmes possibles. Et là, on vous donne la décision technique que vous pouvez prendre, c'est où est-ce que vous voulez trouver sur ce plan de décision politique ? Quel est le risque que vous voulez prendre ? Pourquoi est-ce que vous êtes prêt à payer ? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas prêt à payer ? Et en gros, la solution technique que nous, on va retenir va dépendre de ces choix-là. Et nous, on va vous proposer cette mesure de risque. On va vous dire concrètement, faites-vous le choix politique et qualitatif ? Et nous, on va vous trouver la méthode qui va vous permettre de le quantifier et d'accéder à ce résultat avec le plus de certitude. Et donc, comme conclusion, peut-être les choses à retenir sur cette intrusion dans la mesure en santé globale, nos défis, éclatement des méthodes et des outils, différences culturelles, intellectuelles entre différentes approches, ça on pourra y revenir, la question de la mesure comme une activité scientifique ou comme une activité politique, en gros, problème de mesure, faiblesse des données, et du coup, on est obligé de travailler avec des modèles, des hypermodèles qui sont très difficiles à valider.
Et derrière, les pistes de réflexion et d'innovation sur lesquelles on travaille, qui sont avoir pensé une innovation technique et une innovation politique et institutionnelle dans le même temps et progresser ensemble et hybrider des pratiques de mesure. C'est-à-dire qu'on va avoir des mesures qui vont venir du milieu de la santé publique, de l'épidémiologie. On va rajouter de la statistique industrielle, on va rajouter de la statistique d'autres sources et on va renouveler la façon de penser l'incertitude et de penser le risque dans ce cadre-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Beaucoup de choses à travers ces deux présentations. Alors peut-être, Yann Guilbault, vous souhaitez réagir peut-être à certains éléments qui ont été avancés. Je pense notamment à tout cet enjeu autour de cette récolte de données et la différence qui peut être faite entre les différents pays en voie de développement, pays déjà développés, avec cette idée qu'il y aurait presque un terrain vierge dans les pays en voie de développement pour laisser place à l'innovation technologique. Du coup, je m'interroge sur votre analyse d'internationalisme sur ce sujet, plus spécifiquement. Donc merci pour cette présentation vraiment très différente et complémentaire pour le coup de la mienne. Je m'y attendais, hein. Et là, c'est de voir à quel point. Alors évidemment, moi j'ai parlé de la mesure, du calcul, le probabiliste, et on passe à l'impact, etc. Mais donc là, de voir à quel point l'incertitude en fait règne au cœur des différents, du travail de collecte et puis donc de modélisation qui en découle. Et donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Et sur les... Alors, moi, il y a une première question qui me vient quand même sur vous avez évoqué notamment donc les problèmes de complétude et de promptitude, dans le traitement des données. Et alors, est-ce que vous essayez d'agir en fait sur ces problèmes-là, ou est-ce que vous vous dites tant pis, on fait avec ce qu'on a et on vit avec l'incertitude finalement, ou est-ce qu'au contraire vous essayez de la limiter? On fait les deux. C'est-à-dire que, alors après, ça va pas forcément être les mêmes acteurs. C'est-à-dire que vous avez mentionné, je travaille avec une ONG qui s'appelle Soltis aussi. Soltis va être beaucoup plus orienté dans le renforcement de systèmes de santé, dans lequel on va essayer de renforcer le système et donc la personne qui va être au quotidien en train de collecter de la donnée. Et donc là, notre cible, ça va être réellement d'améliorer ces questions, ces problèmes de complétude, de promptitude, en gros les définitions et les paramètres de performance d'un système d'information. Ça, c'est la première chose. Dans le travail analytique, et moi, dans le travail que j'ai fait, il y a eu le moment où en gros, je me suis dit, c'est très sympa d'essayer d'améliorer ces collectes de données. Un des problèmes qu'on a, c'est que la collecte de données, c'est, on va dire, un enjeu de contrôle, un enjeu de pouvoir, et qu'en gros, à chaque nouveau grant du Fonds mondial, par exemple, à chaque nouveau cycle de financement d'un grand bailleur de fonds, les outils de collecte de données vont être complètement mis à jour. On va avoir des plans de collecte de données qui vont être renouvelés. On va avoir des ONG qui vont arriver, qui vont changer des outils. Et donc, on est en permanence en train d'essayer de bâtir un château de sable qui s'écroule au fur et à mesure. Et donc, il y a un moment où on dit, cette question de la fixation et de la qualité des données, il faut la prendre comme un objet qui fonctionne comme il fonctionne. Nous, on va commencer à intervenir sur l'analyse de ces données qui sont imparfaites, qui sont très faibles. Ça pose des questions techniques qui sont en fait assez spécifiques en termes d'imputation de toutes ces données manquantes. Donc, typiquement, quand il va nous manquer des données, dans le gros pipeline que je vous ai montré analytique de IHMI, toute une grande partie, c'est essayer d'imputer les endroits, les valeurs de données aux endroits où on n'a pas de données. Alors ça peut se faire de différentes manières, c'est des imputations qui vont se faire dans le temps ou dans l'espace, ou les deux. Mais on va avoir, il y a des enjeux, j'allais dire, analytiques très spécifiques qui sont posés à partir du moment où on a pris cette décision-là. Donc les choses marchent sur les deux jambes. Je veux dire, la nouveauté dans le domaine, c'est que de plus en plus de gens se disent, on va utiliser ces données
telles qu'elles sont, même si elles sont imparfaites, mais si elles sont pas bonnes. Et ça, c'est une rupture culturelle avec la pratique des épidémiologistes, avec la pratique, j'allais dire, très positiviste des épidémiologistes, des professionnels de santé publique, qui ont l'habitude de travailler dans des contextes d'études cliniques, donc dans des ambiances, dans des milieux très très contrôlés, avec des patients qui sont vus, qui sont revus, sur lesquels on a énormément de données. Et en fait, la grande théorie, l'outillage théorique et technique avec lequel on travaille quand on commence à travailler en santé publique, c'est ce genre de données-là. C'est des données qui sont très 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 standardisées, très complètes, avec énormément de moyens qui sont mis dessus. D'accord, merci. Et donc si je vous suis bien tous les deux, je comprends que finalement la santé globale serait un espèce de champ de lutte de pouvoir, dans lequel chaque étape est soumise à son lot d'incertitudes. Et finalement, quand on voit la volatilité, la diversité de récolte des données, plus particulièrement donc, dans vos études de cas en Afrique, on peut se poser la question de la pertinence développer quelque chose de normé dans la façon de récolter ces données et de standardiser quelque part à travers les innovations technologiques ces analyses de données. Ouais. Sur cette question de la standardisation, je vais dire à partir du moment, le problème d'un standard, c'est qu'un standard, en particulier un standard de collecte de données, il va avoir une naissance, une durée de vie, puis il va avoir une fin. Typiquement, par exemple, la façon dont aujourd'hui on va collecter des données sur le VIH, le type de données qu'on va collecter sur le VIH, sur les patients suivis sous traitement VIH, va être très très impacté par tout un tas de choses qui vont être suivies pour le suivi clinique du patient. Et donc il y a tout un tas de données qui nous paraissaient très importantes il y a un certain nombre d'années pour le suivi des patients sous antirétroviraux, qu'aujourd'hui on va beaucoup moins, dans lesquels on est beaucoup moins intéressé. Par contre, il y a des nouveaux enjeux. Par exemple, le suivi virologique, la charge virale des patients. C'est des choses qu'on suivait, qui sont techniquement un peu difficiles. Et donc, elles étaient très irrégulièrement disponibles dans les données. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus disponibles. Et donc, à partir du moment où on veut rajouter un champ de données dans un outil de collecte de données, il faut remettre à jour tout l'outil de collecte de données. Il faut reformer les gens qui vont les utiliser. Il faut remettre à jour le cadre d'analyse. Donc, cette question ça rejoint la question que je posais au début sur make global data ou make data global. Le coût qui est impliqué par le fait de collecter de la donnée standardisée à un niveau global, il est gigantesque, il est énorme. Et ça veut dire qu'en termes de travail, quand on introduit un outil de collecte de données, par exemple au Sierra Leone, ça veut dire le faire valider et le faire rentrer dans des formats qui sont utilisés au niveau du ministère de la Santé. Ça veut dire former les superviseurs au niveau des zones et des districts de santé pour comprendre ces outils de collecte de données, de savoir comment les analyser. C'est-à-dire aller former toutes les nurses au niveau dans les centres de santé à pouvoir utiliser ça. Donc c'est pas quelque chose qui est neutre du tout. Donc c'est pour ça que moi, ma perspective, si au-delà de ça, mon avis, ce que je défends et ce qu'on essaie de défendre dans mon travail, c'est beaucoup plus prendre les données qui existent et essayer de comprendre qu'est-ce qui va être développé. Ça, c'est une expérience que vous avez, je l'ai revécue là, quand j'étais à Kinshasa. Vous arrivez dans un centre de santé, vous dites non, on n'a pas de données sur les patients, les enfants, par exemple. Là, on a très peu de données sur les patients. Et on commence à discuter, on creuse, et très souvent, on a un médecin qui va avoir une base Excel sur son ordinateur, qui va être collectée comme elle est collectée, mais la donnée est là. C'est-à-dire qu'on a des traces de patients qui viennent, on a des tailles dedans. On a parfois, à Bamako une année, on avait retrouvé, il y avait 10 ans d'historique sur une phylacterie pédiatrique. On disait non, mais on ne sait pas l'utiliser, cette donnée-là, elle n'est pas utile. Et cette donnée, en fait, la question, c'est cette donnée-là qui ne rentre pas dans des CAVA nationaux, elle existe parce que ce qui pour moi est une base de données, pour une infirmière, pour un médecin, c'est un outil de travail. C'est quelque chose où il va noter, il va avoir un patient qui vient, il va dire tiens, mon patient il est venu. Ça rentre pas forcément dans un format standard, qui est le format standard que nous on va utiliser, mais c'est quand même de la donnée qui existe quelque part. Et donc, j'allais dire la solution de durable, elle est beaucoup plus de dire
pour moi, collecter la donnée comme pour vous c'est utile, comme ça s'inscrit dans votre workflow, comme ça s'inscrit dans votre travail quotidien. Et moi, derrière mon rôle de statisticien, mon rôle de data scientist, ça va être de récupérer ça et de transformer votre note écrite en de la donnée qui va pouvoir être analysée. Et dans ce cas, peut-être, quel lien faire avec l'implication de ces nouveaux acteurs que vous nous évoquiez? Alors moi, ce qui me frappe là dans les liens, c'est que à la fois il y a finalement, comme j'ai dit, en santé mondiale, en santé publique, en fait, on va essayer là finalement de contenir l'incertitude, de la modéliser, de produire quand même de la donnée en situation d'incertitude. Donc il y a risque, incertitude à ce niveau-là. Et puis ensuite, une fois qu'on a ces données, on va réintroduire en fait une autre logique de risque ou d'incertitude qui est qu'on va utiliser ces données pour tenir un discours en termes de risque et en termes d'action politique à prévoir. Donc en fait, là voilà, si on essaye de voir un peu comment nos deux présentations se positionnent par rapport à cette question du risque et de l'incertitude dans le champ de la santé globale, il me semble qu'on a ces deux niveaux. Donc mais qu'ensuite ça pose toute la question de si on a des données qui ont géré l'incertitude d'une certaine manière, et puis ensuite politiquement finalement on s'en sert pour cadrer quelque chose en termes de risques et préconiser un certain nombre d'actions à tenir. Donc et au final les questions qui sont posées derrière, elles sont toujours politiques, hein, et c'était frappant dans votre présentation, hein. Est-ce qu'on a envie de prendre des décisions fondées sur ce modèle? On va utiliser ces données même si finalement elles sont pas bonnes. Tout ça sont au final des décisions politiques parce que la société, appelle à gérer les risques et à prendre des décisions malgré l'incertitude. C'est ça qui me fait. Dans votre présentation, il y avait un truc, vous parlez un moment de scientificisation scientificisation du risque, et c'est réellement ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a le moment où en fait, et pour moi, c'est peut-être une façon de décrire l'activité de mesure qu'on fait. C'est ce moment où on est en face d'un réel. Avec du risque, vous parlez de l'incertitude, du risque des futurs, des risques futurs qui vont apparaître. Et il y a un moment où on dit on va essayer de prendre un appui sur quelque chose qui va être un nombre. Et en fait, il y a ce moment où moi, du côté de la mesure, je vois en anglais on dit sausage making. Je vois comment est fait ce chiffre. Et donc évidemment, je vais vous dire, il y a plein de problèmes. On a fait plein d'hypothèses. Ça, on a mis à un moment. J'ai fait un bout de code, je l'ai laissé à côté, je l'ai repris. Je me rends compte qu'il y a des erreurs partout, et on se rend compte qu'il y a ça. Mais à partir du moment où il est choisi comme référence, ça devient cet objet politique sur lequel on va baser de la décision. Il y a un bouquin de Ted Porter là-dessus qui s'appelle Trust in Numbers, où il décrit très bien l'importance du chiffre et donc comment la confiance qu'on fait aux chiffres lui donne une valeur politique très très forte de point de convergence en fait de la réflexion de la réflexion. Et moi j'ai une anecdote qui est assez intéressante là-dessus. C'était dans un pays que je vais pas citer parce que c'est pas très reluisant, mais on arrive avec des données qui remontent du système d'information sanitaire. On est au niveau du ministère de la Santé. Ils ont dit non mais on peut pas faire confiance à ces chiffres-là. Vous comprenez, on a ce problème à tel endroit, les données à tel endroit sont fausses, à tel endroit on sait qu'ils ont. On dit oui, en même temps il faut envoyer des chiffres pour le rapport annuel de l'OMS sur le VIH. On envoie ces données-là, les données sont publiées sur le site de l'OMS. 2 mois plus tard, la même personne lui dit « Les données de l'OMS déclarent que c'est ça, donc ce chiffre est juste. » Et on a ce blanchiment de données sales par ce processus, j'allais dire, politique, qui fait que de la donnée qui, moi, me paraît faible, ou un chiffre qui me paraît un petit peu inquiétant à utiliser, à partir du moment où il devient la référence actualisé et accepté par tout le monde, devient un vrai objet politique, devient un vrai. Et donc c'est plus une question de se mettre d'accord sur quelle va être la source, quel va être le processus de validation, non pas scientifique comme ce que je discutais, mais politique. C'est à partir de là qu'on va pouvoir discuter. C'est à partir de là qu'on va pouvoir avoir des échanges et comparer des politiques, des choix techniques, etc.
Pierre, tu veux intervenir? Oui, bon, tout d'abord, la parole est libre à tous ceux qui souhaitent le prendre. Et entre-temps, par intérêt tout à fait pédagogique, je voulais vous faire une demande. On a la forte impression que vous naviguez le même écosystème, celui de la santé globale, bien entendu, mais que vous décrivez des composants assez différents du même système. Est-ce que vous pourriez décrire, dire en quelques mots, où vous vous situez dans ce système global? Quel est l'objet de vos présentations, et vous, avant de continuer? Oui, le champ de la santé globale, c'est compliqué parce que c'est à la fois un objet de la santé qui lui-même est multiforme. Finalement, il y a pas de définition unique de ce que c'est que la santé. Si on prend la constitution de l'OMS, par exemple, la définition de la santé, ça va être l'atteinte par un individu, en gros, d'un état de bien-être physique et mental total, qui est par exemple une définition complètement décriée par d'autres personnes, disant que le bien-être physique est total et mental. Enfin, c'est pas ça, être en bonne santé. Enfin, donc tout ça pour dire que déjà là-dessus, si on n'est pas d'accord sur ce que c'est la santé, ça peut être très compliqué et partir dans beaucoup de directions. Alors pour moi, moi je fais de la science politique, en gros, et des relations internationales, mais donc voilà, du côté de la science politique. Et pour moi, la santé mondiale, on va dire, c'est un champ spécifique. Enfin, c'est toutes les questions qui se posent dans le monde, en relations internationales ou en sciences politiques, mais appliquées à un objet ou à un cas politique particulier qui va être, en gros, des politiques de santé. Donc pour moi, la santé mondiale, donc la santé mondiale au sens de la différence, si vous voulez, entre santé internationale et santé mondiale, on est au même niveau d'échelle, on est au sein du système international, simplement c'est mondial, parce qu'en gros, il y a plus de frontières, il y a tout type d'acteurs, publics, privés, qui interagissent, il y a plein de réseaux d'interdépendance, et donc tout ça, c'est mondial, et puis il y a 50 ans, on disait que c'était international, voilà. Donc voilà, ça c'est le champ, et donc à l'intérieur de ce champ circulent les acteurs classiques en relations internationales, des États, des organisations internationales, en particulier, il n'y a pas seulement l'OMS, mais l'Organisation mondiale de la santé, des ONG, des acteurs privés, qui vont interagir, défendre leurs intérêts, pour mener des actions internationales, mais donc en matière de santé, pour intervenir lors d'une épidémie, pour fixer le prix d'un médicament, pour fixer la norme de qualité internationale d'un médicament, pour se mettre d'accord sur les droits de propriété intellectuelle qu'il y aura qui vont porter sur un médicament. Et en même temps, ce domaine de la santé mondiale, il est en compétition avec l'environnement, avec les questions d'environnement mondial, les questions, des migrations mondiales, le commerce mondial et tout ça. Et donc, sur un agenda international qui est très chargé, parmi toutes ces questions mondiales, d'importance mondiale, que les États discutent, par exemple, à l'ONU, au Conseil de sécurité, etc., il y a le cadrage en termes de risques, et voilà notamment, qui est très utilisé, on va dire, pour faire remonter les questions de santé. Parce qu'en gros, si vous dites, là, c'est cette épidémie, c'est un risque, en fait, ça attire une attention politique. Et ça fait que donc, dans un environnement international concurrentiel, vous allez avoir vous allez pouvoir attirer des ressources, en fait, sur vous, votre question, votre politique de santé, peut-être au détriment de votre politique d'environnement, etc. Donc voilà, pour moi, c'est ça, la santé mondiale, mais en même temps, et c'était le début de ma présentation, il y a une partie, donc ça, c'est le champ de la santé mondiale du point de vue, on va dire, de l'internationaliste, du point de vue de la politiste, mais il y a un lien très fort avec la santé publique au niveau mondial, et là on a des liens d'interdépendance entre les deux, puisque
pour se faire entendre au niveau mondial, pour problématiser ces questions de santé, on va avoir recours à des travaux en épidémiologie et à toutes les données produites par Grégoire et ses collègues, et qui sont en fait qui sont des gens qui travaillent aussi en santé mondiale, mais qui effectivement ont une autre vision, à mon avis, de la santé mondiale, que je vais te laisser résultat. C'est très utile. Oui, merci. Et je pense dans la genèse de ce champ de la santé globale, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a une place très forte de l'épidémie du sida. Il y a une grande partie du travail que je fais. Et l'épidémie du sida, qu'est-ce qu'elle marque? Elle marque deux phénomènes importants. La première, c'est l'émergence de mouvements de patients et de l'intégration de patients, non seulement de patients qui prennent part à leur prise en charge et qui militent pour leur prise en charge aux États-Unis, mais non seulement dans les pays riches, mais aussi en Afrique. Et donc c'est là on voit l'émergence d'une communauté de patients africains, en particulier centrés sur l'Afrique australe, qui réclament des droits, qui réclament l'accès à des traitements qui sont des traitements qui à l'époque sont chers. Et derrière se met en place l'arrivée de plein de modes de financement. Donc on peut penser au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l'apparition d'acteurs, bon là j'empiète sur le domaine de les acteurs non étatiques du type de la fondation Gates. Et donc on a à la fois l'émergence d'une communauté d'acteurs et de modes de financement, de grands investissements qui vont avoir lieu. Là-dessus, il y a d'une perspective française, on a aussi un type d'acteur très particulier, assez spécifique à la santé mondiale, qui est le mouvement des ONG, donc à la suite de Médecins sans frontières, apparu dans les années 70, etc. Et donc moi, je me situe beaucoup plus dans cette partie-là, c'est-à-dire que je me situe dans la partie de personnes qui vont faire de l'intervention de terrain, mais qui vont être des gens qui vont venir, pour le raconter très très vite, des gens qui vont venir du Nord, qui vont venir d'ONG, donc je fais travailler pour des ONG, qui vont venir d'organisations privées, donc je travaille en même temps pour une start-up, ou qui vont venir de l'académie. Donc on a dans les universités américaines, dans toutes les grandes universités américaines aujourd'hui, on a un département de Global Health qui a ce champ spécifique, et donc qui est à cheval entre des questions de santé publique, entre des questions de sciences politiques. Nous, on est très à cheval en plus sur des questions de mesures, donc au département de Computer Science, on va regrouper tout un tas de thématiques. Et j'allais dire, ce qui unit tous ces gens-là, c'est quand même des sources de financement communs. Et c'est des sources de financement de grands financeurs de la santé globale. Avec des noms, je l'ai déjà cité, de la fondation Bill et Melinda Gates, le Fonds mondial. Alors l'OMS n'est pas un bailleur de fonds, mais il y a aussi un rôle important. Toutes les coopérations USAID, PEPFAR aux États-Unis sont des énormes pouvoirs de fonds. Et c'est un petit peu ça qui définit cette communauté de la santé globale aussi. C'est quand même beaucoup la façon dont ça fonctionne et la façon dont ça se finance. Dans le même souci pédagogique, est-ce que vous diriez que vous partagez le même concept de risque? Je vois surtout chez Ariane, un concept qui est instable, qui se déplace du risque de santé, en risque financier, en risque politique, en risque statistique. Oui. Bon. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai essayé dans ma présentation, en fait, de regarder un petit peu de manière globale ce champ de la santé mondiale, donc du point de vue de la politique et de l'internationalisme, et de remarquer que ce terme de risque, il a plein de significations différentes, il y a plein de conceptions différentes, qu'en même temps, elles coexistent, qu'elles veulent pas forcément, risque fait pas du tout référence à la même chose selon qu'on s'intéresse à un modèle épidémiologique ou selon que l'on essaye d'évaluer un risque pour formuler un produit d'assurance, ou selon qu'on est aux Nations Unies et qu'on dit mais c'est un risque important pour l'humanité, donc donnez-nous de l'argent. Et donc ou alors qu'on est l'OMS et qu'on se dit mais tiens, là j'ai un risque pour ma légitimité parce qu'on va m'accuser de conflit d'intérêts, donc je vais prendre une politique de gestion du risque. Et et je me suis juste rendu compte en regardant ce champ de la santé que on voyait ce mot risque partout. Et surtout depuis ces dernières années, parce que parler de gestion du risque, par exemple, au sein d'une organisation internationale,
assez nouveau, à développer ces produits d'assurance à partir d'un risque pour trouver des financements en santé, ça aussi c'est nouveau. Donc il y a à la fois quelque chose qui est commun, qui est qu'on a l'impression que ce terme de risque finalement on le voit ressurgir un petit peu partout au même moment, et en même temps il a des significations très différentes, d'où, résultat, à la fin, mon idée de dire qu'il y avait peut-être une espèce aussi d'effet d'essayer de trouver... Alors, donc, il n'y a pas forcément d'unité, il ne faut pas forcément chercher à avoir de l'unité partout, mais quand même, à partir du moment où il y a en fait, je sais pas, à partir du moment où un terme va se répandre, en gros, on pourrait dire que alors en gros, ce terme va être repris pour être appliqué à des choses qui vont être très différentes, mais en même temps, derrière, parfois, il y a des logiques qui vont voyager avec. Pas dans tous les cas, mais parfois. Et voilà, et c'est un peu ce que je voulais montrer avec cette logique assurantielle, qui se déplace un petit peu. C'est intéressant parce que je pense là aussi on peut forcer le trait pour le plaisir de la discussion, mais je pense que ce que tu décris, c'est l'idée de dire on a beaucoup de risques, beaucoup de notions de risque, mais en même temps on a cette unité. Et ce qui est votre approche. Mais pour moi, ça se passe dans l'autre sens, c'est-à-dire que d'un point de vue de statistique, d'épidémiologie, le risque c'est un objet technique défini, un facteur de risque qui est défini en termes même d'équation, qui est très bien défini. Ma perspective de travail, elle est de dire, en même temps, on n'a pas toujours les moyens de mesurer ce risque tel qu'il est défini, cet objet canonique du facteur de risque. Et donc, au contraire, c'est à partir de cette notion, créer à partir de qu'est-ce qu'on a à notre disposition en termes de données, en termes d'outils, une diversité de catégories, une diversité d'objets de mesure qui vont nous permettre d'arriver un petit peu à la compréhension de la même chose et toujours de le reconnecter derrière sur de la prise de décision ou sur de la compréhension d'un phénomène. Et donc, je ferai un peu le chemin inverse du vôtre, qui est de dire, pour moi, je pars d'une unité, le risque, c'est quelque chose qui est en fait un objet technique assez clair, et on essaie de le diversifier, on essaie de l'adapter aux différentes situations qui sont les nôtres. Un risque de rupture, pour moi, donc on va mesurer un risque de rupture de médicaments dans un centre de santé. Je vais le mesurer avec des données qui vont pas être les mêmes que celles que je vais quand je mesurerai le risque d'apparition d'une résistance. Et en même temps, on réinvente à partir des données qui sont à notre disposition ce qu'on va vouloir bien mettre à l'intérieur de ce risque-là. Donc pour résumer, on parle effectivement pas du tout de la même chose. Alors toujours pas de candidat à des questions. Il y avait une question devant. Alors peut-être le micro, comme d'habitude, qu'on puisse vous enregistrer. Vous avez parlé de la difficulté parfois de récolter certaines données. Et la donnée en soi, ça peut être un énorme potentiel, mais aussi un risque. J'ai deux exemples en tête et je voudrais que vous le reliez à votre travail en particulier. Je pense par exemple en RDC à la fausse comptabilité du nombre de femmes qui ont été violées pour qu'elles puissent accéder à des soins gynécologiques auxquels elles n'auraient pas pu accéder autrement, ce qui n'est pas du tout réprimandable. Mais ou alors le fait qu'elles s'enregistrent plusieurs fois dans différents centres de santé qui accueillent ces femmes-là. Donc qu'est-ce que on produit comme type de données sur le nombre de femmes dans un contexte de guerre et quelles sont les conséquences. Et le deuxième exemple est par exemple celui des systèmes d'alerte précoce en Éthiopie, où plusieurs chercheurs ont démontré que les chiffres produits étaient plus les résultats d'un rapport de force entre des acteurs nationaux et internationaux que par le chiffrage réel des champs détruits par la sécheresse, etc. Et du coup, il y avait une sorte les chiffres s'alignaient avec les rapports qui avaient été produits précédemment, etc. Et donc la donnée, elle était tout simplement, au mieux biaisée, au pire fausse. Du coup, comment, face à un potentiel d'analyse et de calcul qui est très précis, comment on fait avec des chiffres qui sont à la base fausses, parfois? Comment on peut travailler et construire quelque chose, des décisions à partir de ça? Alors là-dessus, et je pense que c'est une question qui est hyper intéressante parce que c'est en fait au cœur de beaucoup d'enjeux qu'on manie aujourd'hui. Comme je vous ai montré au début de la présentation, aujourd'hui on se retrouve avec des sources de données multiples et comme je l'ai aussi décrit, mon approche, c'est avant tout de prendre les données qui sont disponibles sans penser
a priori en termes de qualité, en termes de d'où elles viennent, en termes de est-ce que des données ont pu être manipulées ou est-ce qu'il peut y avoir des phénomènes, j'allais dire, de tourisme, enfin, c'est pas forcément le bon terme, mais de personnes qu'on va de multiples enregistrements, par exemple le VIH, on voit aussi beaucoup de patients qui vont être suivis dans plusieurs centres de santé, et dans des pays dans lesquels on n'a pas d'enregistrement, on n'a pas d'état civil qui va se faire, c'est très difficile de repérer en fait ce genre de données. Derrière, je pense que l'approche pour moi qui a le plus de promesses, c'est justement cette triangulation qui est possible en intégrant un maximum de sources de données disponibles. Par exemple, alors je peux pas réagir précisément sur les exemples que vous prenez parce que je les maîtrise pas, mais sur des données que moi je compare entre données d'un service qui va faire du VIH et un service qui va faire de la tuberculose dans un même centre de santé, je sais que je devrais avoir en gros un rapport qui existe entre le nombre de nouveaux patients qu'on va diagnostiquer avec le VIH et le nombre de nouveaux patients qu'on va diagnostiquer avec la tuberculose, d'accord ? C'est pas un rapport, je veux dire, hyper précis, mais ça devrait pas être, on devrait avoir des régularités statistiques, d'accord ? Et donc, en rapprochant différentes sources de données, en les intégrant, en produisant un petit peu cette infrastructure statistique, c'est comme ça qu'on arrive à faire ça. Pour prendre un point de comparaison, j'en ai deux. C'est par exemple, si on prend le contexte de la France, en France, pourquoi est-ce qu'on a une bien meilleure confiance en beaucoup de données qui vont être produites sur la population ? C'est parce qu'on a une quasi-saturation statistique de l'espace. C'est-à-dire qu'on a des chiffres déjà, on a un état civil dans lequel on a des identifications uniques de tous les citoyens. On a une traçabilité d'énormément de patients. On a une saturation au quotidien de données qui sont collectées. Et donc, si on a un point aberrant, si on a quelque chose qui est fabriqué, c'est en fait assez facile. C'est en fait assez facile à repérer. Dans un cadre où j'ai pas ce point de référence, avant de venir, je lisais un article. Il s'est passé exactement ça en Guinée le mois dernier. Des chiffres qui ont été récoltés sur les populations en risque sur le VIH, qui ont été biaisés au but d'obtenir des financements. C'est très difficile de se rendre compte de ça quand on n'a pas vraiment de point de comparaison. Quand on n'a pas de dénominateur sur quelle est la population générale, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre comme population. Donc pour revenir et pour répondre une fois à votre question, cette question de la triangulation, la capacité aujourd'hui qu'on a de gérer des données structurées en mettant dans une data warehouse des données qui vont venir à la fois du système hospitalier, mais aussi des données d'ONG qui vont être là, des données qui vont venir du système UN, on va voir, et qui vont nous permettre de rapprocher ça. C'est là-dessus qu'on va renforcer notre compréhension et notre confiance en la donnée qu'on va utiliser. Après, on va se tromper. Il y a des fois, on va se tromper. Il va falloir qu'on mette en place la quantification de cette incertitude, trouver une façon de comment on va le faire. Et là-dessus encore, j'allais dire, cette construction d'une infrastructure statistique au niveau national qui intègre des bases de données, qui intègre des routines d'analyse et qui intègre des méthodes spécifiques en termes aux données qui sont disponibles, c'est un terrain qui est encore très fécond. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Bonjour. Alors, attendez, on vous donne le micro, comme d'habitude. Merci beaucoup pour la présentation très intéressante. Ma question, je suis désolé, va encore porter sur un exemple assez précis. Et c'est surtout sur la collecte de données et sur la réactivité des systèmes de décision de surveillance à potentiellement à des crises qui pourraient éclater. Au sein d'un cours de gestion de crise, on a été amené à étudier en particulier la crise de la canicule à Paris en 2003. Et en fait, je trouve un exemple assez intéressant parce que la manière, donc la norme, la collecte des données était tout à fait normée. En France, on imagine que les hôpitaux, en plus, dans un secteur assez précis qui était Paris, la collecte se passait très bien. Les informations remontaient assez fluidement. Et malgré ça, les centres de décision et les centres d'analyse des données ont mis énormément de temps à cibler et à reconnaître le type de crise. Et en fait, cette présentation a été aussi liée au fait que le système français de prévention et de
gestion de risques sanitaires produit énormément de scénarios différents. En fait, comment dire, il y a un scénario de crise différent et ça se multiplie. Et en fait, la doctrine française, du peu que j'ai compris, c'est vraiment étudier une casistique presque, je vais pas dire infinie, mais le plus complète possible. Et en fait, donc tous ces données-là passaient un peu dans les mailles du filet parce que ça n'a jamais été, ça ne s'est jamais passé. Et du coup, on peut remettre un peu au lien, donc dans un monde aujourd'hui avec ces grands bouleversements, ces grands changements, avec le surgissement de nouvelles types de crises. Est-ce que nous sommes prêts, en faisant à appréhender des émergences de crise, en faisant cette approche vraiment casistique, en multipliant les scénarios? Ce qu'on dit toujours, c'est qu'on est prêt pour la crise précédente. On est prêt mais on n'est pas prêt pour la crise qui va venir. Et j'allais dire, moi, mon approche et ma compréhension de ces questions-là, c'est à travers un peu la présentation très très simplifiée que je vous ai faite d'un système de surveillance. C'est de quoi on a besoin. On a besoin d'un système de processing de données qui va retourner des données, faire des analyses, qui va regarder des distributions, regarder si on a des outliers qui apparaissent. On a besoin d'un déclenchement d'alerte et on a besoin de savoir comment est-ce qu'on va réagir derrière. Je pense que ce que vous décrivez, alors je connais très très mal le cas français, donc je vais probablement dire des énormités, mais je rattache un peu les choses sur lesquelles moi je travaille. C'est que cette façon de travailler sur des casuistiques claires et en gros avec des scénarios très très définis, de moins en moins on va travailler là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on a la capacité de faire mieux. C'est-à-dire que comme par exemple ce que je vous ai montré, la dernière chose que je vous ai montré, j'ai fait, alors je sais pas dans le nombre de points qu'il y avait sur le graphe, mais on peut faire assez facilement avec les calculs, les capacités de calcul qui sont aujourd'hui à notre disposition, on peut mettre assez facilement, faire des simulations de plusieurs milliers de scénarios dans lesquels les paramètres qu'on va faire varier peuvent être à la fois les données, ce qu'on va observer, on va pouvoir créer des nouvelles données, dire qu'est-ce qui se passe si on se passe là, on va pouvoir de manière aléatoire rajouter de la perturbation, on va pouvoir modéliser différents types d'alertes, différents seuils. Donc je peux dire, si ma divergence elle est à 0,5, si elle est à 0,6, si elle est à 12, je peux faire tous les points 1, tous les points 0,1, je peux changer ça. Et je vais pouvoir après changer quelle va être ma réaction. Est-ce que ça va être, alors en France, le type de questions qu'on va se poser, ça va être quelles vont être les ressources qu'on va pouvoir mettre en œuvre, comment est-ce qu'on va pouvoir atteindre un certain nombre, récupérer de l'information supplémentaire. Moi, je travaille sur des questions, je vais dire, plus simples en termes de mesures qui sont à nos dispositions. Mais tout ça, j'allais dire, les capacités qu'on a à les simuler, à mettre à jour ces simulations très régulièrement en fonction des nouvelles données qui arrivent, à même faire tomber un certain nombre de scénarios ou en rajouter si on se dit « Ah non, ça c'est possible », fait que, j'allais dire, la capacité à prendre une décision où, j'allais dire, l'idéal d'un manager de santé publique, c'est pas de réagir à une crise, c'est de prendre des toutes petites décisions régulières qui lui permettent d'éviter la crise après. La capacité qu'on a à faire cette simulation de scénario, à pouvoir intellectualiser, pas un par un, mais en masse, une multiplicité de scénarios, fait qu'on a quand même tendance à sortir de cette casuistique, j'allais dire, de planificatrice, purement administrative. En termes si on reprend un petit peu les catégories qu'on utilisait, c'est intéressant parce que ce que vous décrivez, vous, c'est un processus de santé publique d'un point de vue très administratif, avec des procédures, on a un manuel de procédures dans des situations, etc. Et moi, ce que je vous décris, c'est que je dis, non, laissez ça aux scientifiques, on va vous le simuler, on va le faire passer. C'est pas forcément la bonne réponse, mais... Et alors moi, je vais rajouter, en fait, on va dire, le niveau politique, je vais vous dire, la réactivité d'un système de surveillance, elle dépend également de tout un tas de facteurs de politique, alors là, au sens large. Elle va dépendre aussi de l'organisation de votre service, du management en termes de ressources humaines, si les relations de travail sont bonnes, sont mauvaises, si vous avez peur de rapporter tel événement parce qu'on vous a dit que non, ça rentrait pas dans le cadre de la politique prescrite. Donc ça dépend de ça. Au niveau international, en plus, ensuite, on va rajouter d'autres facteurs qui va être le facteur des relations géopolitiques, en gros, pour aller vite. Si pour avoir un réseau de surveillance fonctionnel à l'échelle globale, il faut vraiment que tous les pays rapportent les événements. Alors, est-ce que la Corée du Nord, je prends des exemples un peu extrêmes, mais voilà, est-ce que la Corée du Nord, non seulement a un système de surveillance adéquat, mais même en admettant qu'elle l'ait, est-ce qu'ensuite elle sera prête à partager ces données avec le reste de la communauté internationale et à l'OMS
dans la situation actuelle. Donc ça, c'est un autre problème. Et puis, pour terminer sur un cas, la déclaration de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014, elle a été en fait assez longue à intervenir, et l'Organisation mondiale de la santé notamment a été très critiquée en disant ça fait 8 mois qu'on vous signale sur le terrain que des ONG, que MSF notamment alerte, il y a des cas qui remontent, etc. Et puis il a fallu vraiment 8 mois pour que la situation d'urgence épidémique soit déclarée. Et alors ensuite, il y a beaucoup de facteurs qui permettent d'analyser ça. Le fait qu'effectivement les systèmes de surveillance n'aient pas été réactifs, parce qu'ils n'étaient pas opérationnels au niveau local, mais aussi il y avait des problèmes de coordination en fait entre le bureau local et puis régional de l'OMS en Afrique et puis le siège à Genève. Donc là, problème organisationnel. Et puis il y a d'autres facteurs. Grégoire disait, on est toujours prêt pour la crise précédente, effectivement, que je voulais mentionner lors de la présentation. En 2009, l'OMS avait été pour le coup très critiquée parce qu'elle avait déclaré en gros une épidémie trop tôt. Et donc voilà, et en 2014, en gros, elle a été critiquée parce qu'elle avait déclaré une épidémie trop tard. Donc voilà, c'est pas évident. Il y a aussi toute cette question des expériences passées, en fait, qui vont faire qu'on a effectivement tendance à être prêt pour la crise précédente. Écoutez, nous allons remercier nos invités aujourd'hui. Merci à vous.